Et bonjour, c'est Nicolas de l'Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on est reparti pour les Qui veut être mon associé. Le temps que je termine mon travail dans les programmes, il me reste encore quelques gros reportages à faire. Et puis c'est la dernière émission, c'est-à-dire que là, il y a une émission qui se décompose en plusieurs analyses. Donc on est dans la dernière salve, à moins qu'ils décident de me refaire une de ces émissions que j'adore. Mais pour l'instant, a priori, après ces entrepreneurs-là, on rebasculera sur le format habituel, c'est-à-dire sujet, reportage, analyse, recherche, travail beaucoup pour moi, un peu moins pour toi. Mais bon, tu l'as compris. Après cet petit écart que je me suis autorisé entre Hold Up, Warren Buffett et tout un tas d'autres finalement écarts que je me suis autorisé, nous voilà reparti. Alors tu l'auras noté dans les précédents épisodes, je ne l'ai pas fait, alors il est temps de revenir aux bonnes vieilles habitudes. Je te rappelle qu'en allant sur mon site immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, il y a une formation, ça s'appelle 1 million. Et je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine en immobilier. C'est aussi simple que ça. Ça fait un peu gros objectif, alors qu'en réalité, je vais être tout à fait franc avec toi. 1 million, c'est le premier objectif de tout entrepreneur. Et en même temps, c'est assez facile à avoir en immobilier. Donc voilà, ça me semblait logique de t'apprendre à mettre en place un mécanisme pour atteindre ce premier palier qui est que la porte vers un second palier que tu découvriras à l'intérieur de la formation. Et sinon, tu vas dans l'onglet livres et là, il y a des livres que je te propose avec un grand plaisir. Et tu peux même télécharger les 100 premières pages de mon livre, Devenir riche sans argent. C'est comme ça, c'est offert. Enfin, et pour finir, tu peux bien évidemment sur l'application où tu m'écoutes me laisser des petites étoiles et un commentaire. C'est ce qui aide le plus encore à référencer ces émissions car les podcasts ne se référençant pas, je compte sur toi pour m'aider à cet effet. Et n'oublie pas que toute la famille le fait, la famille des investisseurs prend le téléphone d'un ami et l'abonne sauvagement à l'émission en lui disant « Tiens, écoute ça, c'est de la bonne cam, vas-y fonce ». Bon, ok, c'est parti. On va attaquer l'analyse aujourd'hui d'un entrepreneur que je ne sais toujours pas comme d'habitude de quoi il s'agit. Par contre, j'ai comme d'habitude extrait l'introduction parce que c'est le début de l'histoire et j'ai décidé de garder la chronologie de l'épisode. Donc, on va faire cette petite introduction parce qu'elle est juste, je trouve, exceptionnelle et elle a sa place dès le départ de l'émission. Donc, sans plus attendre, Magnéto Patrick pour cette nouvelle analyse haute en couleur. Un jeune entrepreneur que rien ne prédestinait à ce parcours. Je m'appelle Louis Lefebvre, j'ai 28 ans et bienvenue dans la ferme de mes parents, ici en Picardie, dans le petit village d'Autrèche, là où j'ai grandi. Ici, on apprend très vite la récupération parce qu'on est à 30 km du premier magasin de bricolage. Donc, quand on doit fabriquer quelque chose, en fait, on se tourne déjà vers les matériaux qu'on a sur place. Et ça a été super formateur pour moi. Ici, c'est le point de départ de toute mon histoire. Je vous explique. Tous les jours, quand j'allais au lycée, je passais devant une décharge. Et d'année en année, je voyais cette décharge s'agrandir et dévorer les terres agricoles autour de moi. Et ça, en tant que fils d'agriculteur, ça me touche. Éviter à des nouveaux déchets de remplir cette décharge, ça, c'est un projet qui fait sens pour moi. Donc là, on va séparer le jaune du marron. Du coup, tu vas te mettre de l'autre côté, et puis on va se rejoindre. La longueur ? Ouais, c'est ça. En fait, en partant du principe que chaque déchet a un potentiel, je me suis mis à chercher toutes sortes de matériaux que je pouvais récupérer. Puis, en fait, je me suis servi de la ferme et de tous les outils à disposition pour en faire un laboratoire pour développer mon idée. En fait, l'entrepreneuriat n'était pas dans mes plans à la base, mais j'avais une idée et pour la concrétiser, c'était vraiment une nécessité de monter cette entreprise. Pour moi, tous les agriculteurs sont des entrepreneurs aussi et je pense que mon père m'a transmis l'esprit d'entreprise aussi. Pour moi, c'est un projet de toute une vie en fait. Bon, c'est bon, t'as tout là du coup ? Ouais, c'est bon. Ouais, merci pour tout aussi. Voilà, de rien. Et puis, on prend toi, bien sûr, et puis voilà. Merci, t'inquiète, je vais tout donner. Ouais, t'as intérêt. Les investisseurs, j'arrive. Bon alors, il y a énormément de choses dans cette introduction et c'est fabuleux parce que là, on va toucher du doigt tout un tas de notions qui sont très présentes dans ma vie, très fortes et qui pour moi sont une base dans tous les domaines quels qu'ils soient.
Je vais suivre simplement la chronologie de ce qu'on a entendu, même si je ne te le cache pas, j'ai très envie d'aller m'égarer dans les méandres de tout ce qu'il vient de dire. Mais petit à petit, tu me connais, il y a des grandes chances que je digresse. Et puis de toute façon, c'est un peu le principe de ces émissions. On va quand même au départ analyser donc sa situation de départ et son processus. Alors, ce que je trouve super intéressant dès l'introduction que tu viens d'écouter, c'est que Louis t'explique qu'il est né dans un petit village, dans une ferme, loin de tout. Et il te dit un terme que j'affectionne tout particulièrement, après je vais revenir sur la description qu'il en fait, il te dit « ceci est mon point de départ ». C'est hyper important parce que j'ai fait une vidéo d'abord sur le point de départ, et ton point de départ est crucial dans ta vie. Et quel est le point de départ de Louis? La débrouille. La débrouille. Il te dit la moindre ville, ou en tout cas le moindre magasin de bricolage dont on a besoin au quotidien pour travailler est à 30 km, soit 60 km aller-retour. Il est exactement à quelques kilomètres près dans la même situation dans laquelle j'étais de mon point de départ. Mon point de départ à moi était à 25-27 km de la ville la plus proche. Et donc du coup, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie exactement la description qu'il t'en a donnée. Ça signifie que le moindre déplacement est une perte de temps énorme. Moi, je perdais 1 heure par jour dans les transports. 1 heure par jour que je ne perds plus aujourd'hui, c'est énorme. Tu n'imagines même pas ce que ça peut représenter. 1 heure de transport, c'est beaucoup d'aléas. Et encore, je suis très court sur l'heure de transport parce que, dans mon cas, il fallait rajouter le temps de se garer, le temps d'arriver. Enfin, il y avait un temps énorme parce que nous, on allait à Nîmes, mais que tu ailles à Avignon ou à Arles, qui était à peu près… Arles était la ville la plus proche de là où j'habitais avant. Quand j'allais à Arles ou à Nîmes ou à Avignon, de toute façon, une fois que tu rentrais dans la ville, il fallait encore passer du temps pour te garer. Une perte énorme de temps. Et là où c'est hyper intéressant, c'est qu'il te dit, du coup, quand tu penses au temps que tu perds pour un besoin quelconque, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te débrouilles en fait. Tu te débrouilles avec ce que tu as. Et ça, ben, c'est pas une mentalité qu'on t'enseigne à l'école en fait. À l'école, on ne t'apprend pas à faire avec un bâton et un couteau un levier par exemple. Alors que là, tu vas devoir faire avec ce que tu as pour éviter de perdre du temps. Et d'ailleurs, comme tu as un temps qui est tellement grand, c'est-à-dire tu as une amplitude horaire de 1 heure de perte si tu dois aller quelque part, globalement, tu peux même voir la chose sous cet angle. Tu peux te dire que si tu n'arrives pas à faire quelque chose, finalement, tu as 1 heure pour réussir à l'accomplir. Mais il y a un effet caché derrière ce type de mentalité dont il fait état et ça me fait très plaisir de l'entendre. C'est qu'il a appris à composer avec les ressources qu'il a à disposition. Et ça, crois-moi, c'est une compétence mais fabuleuse. Moi, aujourd'hui, je vois tout un tas de personnes qui ont tout un tas d'excuses pour ne jamais faire ce qu'ils ont envie. Et si tu fais partie de ces personnes-là, mais oh mon Dieu, mais comme je t'envie pas, comme je me sens triste pour toi, tu n'imagines pas. En réalité, tu n'as aucune raison de ne pas faire. Tu n'as que des excuses. Quand tu ne fais pas quelque chose, tu n'as que des excuses. Et je te vois déjà derrière ton volant en train de te dire « Ouais, bon, c'est pas vraiment vrai, Nicolas. Par exemple, si tu n'as pas l'argent, mais combien j'ai levé de projets sans jamais avoir l'argent ?» L'argent est la raison, l'excuse la plus stupide qui existe sur cette planète pour ne pas faire quelque chose. À quel moment Louis t'a parlé d'argent? Et pourtant, je vais te dire, il aurait pu faire référence à l'argent 1000 fois dans ses phrases. Mais il ne l'a jamais fait parce que son raisonnement exclut de l'équation cette problématique. Et c'est ça qu'il faut que tu arrives à faire. Exclue le juste de l'équation. Tu sais, il y a quelques jours, je me faisais une réflexion. Je me disais, alors tu vois, je sais ce que tu vas encore te dire, mais je vais quand même te dire ce que je me disais, puis après on va en parler quelques secondes. Je me disais, ben, les banques me saoulent en ce moment, je vais faire 100. Et là, tu vas peut-être te dire, ah mais oui, mais toi tu peux. C'est pas la question. J'ai combien en 2008, quand il y a eu la crise, plutôt dans les années 2010, comme je le dis très bien dans plusieurs bouquins, il y avait un décalage. Bref, je me suis retrouvé sans forcément avoir de l'argent et avec le besoin de faire des opérations. Je me suis débrouillé avec ce que j'avais. Le problème, c'est que encore une fois, aucune raison ne doit t'empêcher d'agir. Il n'y a jamais de raison, il n'y a que des excuses. Et les excuses, tu sais quoi? Tu en es la seule et unique origine. Et là, Louis nous donne une leçon, mais d'anthologie. Donc, le fait qu'il soit dans un petit village, éloigné de tout, a eu
énormément d'avantages. Mais devine quoi? Et ça, je prends un grand plaisir à te le dire. Si tu n'es pas capable de te débrouiller tout seul, c'est-à-dire que tu n'as pas cette mentalité de la débrouille, si tu n'y arrives pas, si aujourd'hui c'est quelque chose qui te semble abstrait et qui est compliqué pour toi, mais tu sais quoi, c'est hyper facile de reproduire la situation. Je ne sais pas où tu habites, mais déménage et va te mettre dans un coin paumé à 30 km. Moi, j'y ai vécu plus d'une dizaine d'années, même plus que ça, 20 ans, j'y ai vécu dans un coin paumé à des kilomètres et des kilomètres, dans un endroit où pour avoir le moindre truc, il fallait faire de la route. Ben fais-le. Fais-le. C'est le meilleur moyen. Au début, tu ne dis pas que ça va être facile, mais tu y restes comme ça, tu dis que tu vas y rester 3 ans, que tu vas te mettre dans une situation volontairement pour apprendre la compétence. Parce que ça me fait rire. C'est vrai, ce n'est pas une compétence que je peux te transmettre. Ce n'est pas quelque chose que je vais pouvoir réellement te donner en fait. Par contre, c'est quelque chose que tu peux acquérir très facilement. Et ça tient en une seule phrase, enfin un seul mot, déménagement. Tu déménages et puis bim, c'est parti. Tu verras que les solutions, on en trouve. Et on en trouve des surprenantes. Moi, j'ai appris à me débrouiller et aujourd'hui, je me débrouille très bien. On revient sur son point de départ, je trouve ça très intéressant. Le point de départ, c'est au-delà de effectivement, ce lieu d'habitation, c'est aussi un environnement. Il te dit, je suis fils d'agriculteur, mon père a des machines. Il a, et ça je dois l'avouer, par contre c'est moins évident à reproduire, un environnement, un terreau, ça va aller très bien avec un fils d'agriculteur, un terreau favorable pour le développement de ce type de mentalité. Et effectivement, dès l'instant que dans ton entourage, tu as un entrepreneur, c'est plus facile. Je le reconnais parce que c'est une réalité, c'est beaucoup plus simple de comprendre les rouages cachés derrière ce que toi, tu peux voir de l'extérieur. Mais tu sais quoi? Là encore, je suis désolé de te le dire, mais il n'y a pas d'excuse. Il y a ce genre d'émission qui existe. Il y a des mecs comme moi aujourd'hui, on est plusieurs à partager, à te donner l'envers du décor. Moi, j'essaye réellement, et alors vraiment, j'essaye du mieux que je peux de te retranscrire la réalité. Et je vais te le dire, c'est pas rose tous les jours. Alors, certes, je commence à avoir une vingtaine d'années d'expérience et les années avec la bouteille, quand en général tu t'en es sorti, que tu as passé les 5 ans, à moins que tu sois idiot, ça existe, mais bon voilà, mais tu as de plus en plus d'argent, de facilité, tu développes des compétences et tu deviens professionnel d'un domaine. Mais ce que je veux te dire, c'est que effectivement, là je veux bien le reconnaître sur ce point-là, son point de départ avait une simple particularité, même s'il était plus compliqué que la plupart d'entre nous. Il avait son père qui était entrepreneur et qui a favorisé cet état d'esprit, qui l'a peut-être même encouragé et pas brimé. Et ça, malheureusement, je n'ai pas de solution à part, comme je viens de te le dire, d'écouter aujourd'hui ces émissions, ces personnes qui te partagent leur vision des choses. Alors pareil, il y a un autre élément qu'on peut souligner et que je trouve très intéressant, c'est le côté observation. Parce que, est-ce que ça se développe? Je le pense. Est-ce que c'est inné? Je ne crois pas. Est-ce que c'est quelque chose qui a été transmis? Je ne crois pas non plus. Je pense que tu es aujourd'hui en mesure d'être observateur. Je vais t'expliquer quelque chose de très simple, une théorie que je connais à peu près bien, qui est assez amusante, entre guillemets. C'est la notion de notre cerveau trouve ce qu'il cherche. Moi, je crois vraiment à cette notion et le meilleur exemple, c'est les voitures. Quand tu veux t'acheter une voiture, je ne sais pas si ça te l'a déjà fait, quand tu commences à te focaliser sur une voiture, tu la vois partout. Dès que tu commences à vouloir acheter une voiture, tu en vois partout. Et c'est marrant parce qu'en fait, rien n'a changé dans ta vie. Rien n'a changé. C'est simplement ton cerveau qui a cette capacité à t'orienter en fonction de tes désirs profonds. Et ce que j'essaye de te dire, c'est que ça, c'est de l'observation pour moi. Donc ça veut dire que là, tu pourrais me dire, oui, mais regarde, parce que ça commence à faire beaucoup de compétences affichées sur un seul et même tableau de chasse. Tu pourrais me dire, attends, il était dans un endroit où c'était galère. Finalement, tu es en train de me dire, Nicolas, que c'est un avantage. Il avait un père qui était entrepreneur, tu me dis que c'est un avantage. Et là, tu me dis qu'il est observateur. Tu peux te dire, ce gamin avait beaucoup d'avantages. Mais ce n'est pas vraiment vrai parce qu'il dit, écoute bien ce qu'il a dit. Il dit, je passais tous les jours devant cette décharge. Tu sais, je vais te parler d'un truc qui n'a peut-être pas de rapport sur le principe, mais je vais faire le parallèle pour que tu comprennes. Moi, c'est moi qui écris mes livres. C'est-à-dire, j'écris vraiment mes livres. Et je peux t'assurer, je travaille avec des correcteurs et tout. C'est pas du tout ce que tu crois. Quand tu écris un bouquin, en fait, tu n'écris pas en ne cherchant pas à faire des fautes. Tu écris en essayant de suivre ton idée. Ce qui est important, c'est d'arriver à transmettre au travers du livre les idées que tu veux transmettre. Bon, moi, j'écris les idées et quelqu'un après réécrit pour que ça ait une forme un peu plus digeste. Et en fait, j'ai remarqué quelque chose avec les livres.
plus je prends de temps à les écrire, meilleurs ils sont. Parce que j'ai le temps de réfléchir au livre, à la tournure où je veux amener le bouquin, etc. Et je pense aux livres que j'écris tous les jours. J'écris tout le temps des livres. Je pense à mes livres que j'écris tous les jours. Et en pensant ou en voyant quelque chose tous les jours, tu as le temps de faire maturer l'idée dans ton esprit. Et ça, c'est important parce que Louis, ce qu'il oublie de dire, et ce que toi, tu n'as pas vu, et je suis là pour ça, c'est qu'il a vu cette déchetterie tous les jours. Il n'est pas observateur à proprement parler. Il l'a observé tous les jours. Mais il a pris le temps de faire son cheminement et sa réflexion et il a abouti à quelque chose d'intéressant. On va voir quoi. Et ça, je veux te le dire parce qu'on vit dans une société qui va de plus en plus vite, qui t'incite à consommer de plus en plus et qui oublie de t'apprendre cette notion essentielle qui est que pour faire de la qualité, il faut se laisser le temps de faire cette qualité. Et Louis, sans te le dire, parce qu'il ne te le dit pas en fait, si tu arrives à analyser ce que je viens de te dire, tu vas comprendre que c'est cette analyse qu'il faut avoir. Donc, de dire de quelqu'un qu'il est observateur, c'est un raccourci qui est une tromperie de la société sur exactement ce qui fait les grands entrepreneurs. Là, l'erreur que tu pourrais faire, c'est de croire que Louis est un génie parce qu'il a regroupé un ensemble d'éléments, on va dire, au hasard, ou que c'est de la chance, appelle ça comme tu as envie, moi j'y crois pas, mais donne à ces trois ingrédients le prénom ou l'appellation que tu désires, chance, hasard, tout ce que tu veux, mais pour moi en fait, l'élément clé, c'est je passe devant cette décharge tous les jours, et donc tous les jours pendant des années, j'ai le temps d'y réfléchir, et de me dire ce qu'on entend ensuite, parce que c'est là que ça devient intéressant. Des années de réflexion finissent par une phrase que je trouve fabuleuse, c'est lorsqu'il dit « chaque déchet a un potentiel ». Cette phrase, elle passe inaperçue. Tu l'entends passer comme ça, mais essaye de réfléchir à ce que ça implique. Et je te le dis déjà, cette émission n'a pas commencé, je ne sais rien de cette émission, il va être financé. Je te le dis direct, il va être financé. Tu sais pourquoi je le sais ? Parce que cette phrase qu'on vient d'entendre, c'est une phrase clé. Personne ne peut parler comme ça si ça ne fait pas des années qu'il réfléchit à quelque chose. Là, tu as la sensation, et tu vois tout le mensonge de la télé. Et là, pour le coup, on va être franc, toi et moi, ce n'est pas leur faute. C'est-à-dire que s'il n'y a personne qui te décrypte le mécanisme, tu ne peux pas le voir en fait. Parce que humainement, tu ferais la même chose en fait. Si tu étais à la place de Louis, tu tiendrais les mêmes propos que lui. Pardon, je vais la refaire parce que j'ai parlé que lui. Excuse-moi. Tu tiendrais les mêmes propos que lui. C'est-à-dire que tu viendrais, tu me dirais « Oui, Nicolas, ça faisait des années que je passais devant cette décharge, donc j'étais agriculteur, donc nanana, nanana, et puis tu vois, finalement, j'ai créé ma boîte. » Et là, tu dis « Ah ouais. » En plus, il dit « Tu vois la tromperie, mais elle n'est pas du fait ni des journalistes, ni de Louis, c'est une tromperie humaine en fait. » Il dit « Oui, alors à force de voir ça, j'ai eu une idée que j'ai voulu concrétiser. Et comme j'avais tous les outils, mais non, en fait, c'est pas du tout ça. Ça fait des années que Louis, moi je vais te la refaire l'intro. Voilà des années que Louis pense à cette décharge. Effectivement, ça le rend malade de voir que cette décharge ronge sur les terres agricoles de son père. Et ça, c'est dit nulle part. Il le dit de façon sur les terres. Il a raison, c'est vrai, ça ronge sur toutes les terres agricoles du monde. Mais là, c'est les terres agricoles de son père. Bien sûr que ça le tient à cœur. Demain, s'il y a une déchetterie à côté de ta baraque et que les déchets se déversent dans ton jardin, ben oui, tu vas commencer à réfléchir. Tu vas te dire, mince alors, là quand même c'est mon jardin. Accessoirement, j'aimerais bien pas avoir les déchets de la déchetterie. Bon, déjà, acheter face à une déchetterie, c'est chaud. Sachant que, je vais quand même te dire une vérité qui est connue en immobilier, dont il ne faut pas parler, mais qui est une réalité. Il y a aujourd'hui des maisons qui sont construites sur des déchetteries et les sols sont juste scandaleux. Mais bon, je dis ça, je dis rien, je m'égare comme d'habitude. Bref, donc, si tu avais une déchetterie qui se déversait dans ton jardin, bien sûr que tu réfléchirais. Et là, il a réfléchi parce qu'effectivement, ça le touchait, mais directement, et c'est facile de le comprendre. Des années à réfléchir, et une simple logique est venue à son esprit qui serait la même pour toi, pour moi, pour n'importe qui. Il s'est dit, on va tenter de faire un business autour de ça. Pourquoi il s'est dit ça ? Et quel est le facteur déterminant qui fait qu'il a pu se dire et qu'il a pu se lancer à 28 ans ? Mais je vais te le dire, c'est tout simple. Les déchets, il ne les paye pas. Il n'y a personne, quand il est allé prendre les déchets et qu'il a fait ce qu'il va faire, je ne sais pas quoi, on va le découvrir ensemble, il n'y a personne qui lui a dit « Tu me dois tant !» Attention, hein, jeune Louis, il faut que tu penses à me payer la fourniture. Non, il s'est baissé, il les a ramassés, il a lancé un produit et s'il en a vendu, c'était tout bénef. Les seuls coups qu'il a eu
pour son idée de départ, ça a été de faire fonctionner une ferme qui fonctionnait déjà. Donc, zéro coût en fait. C'est exactement, mais alors vraiment, je vais te dire, parce qu'à ce moment-là, je peux dire que moi aussi je suis un génie. C'est du génie, hein, bien évidemment que c'est du génie. Mais c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune avec les posters Dragon Ball Z que je revendais dans ma classe. C'est exactement le même process. Je voulais de l'argent parce qu'on avait fait faillite. J'avais à ma disposition des machines d'imprimerie parce que ma mère avait récupéré l'imprimerie en faillite de mon père. Et je faisais quoi? Je mettais des cartes Dragon Ball Z dans des machines d'imprimerie qui me sortaient des posters, des machines qui tournaient déjà. Mes frais étaient de zéro. Je payais les feuilles, quoi. 1 euro. À l'époque, enfin 1 euro, j'exagère. C'est même pas ça, c'est 20 centimes une feuille, même 15 centimes une feuille. Ma mère me les faisait pas payer, je payais rien. Je revendais les posters dans la cour. C'était une entreprise tout bénef. Donc, ce que j'essaye de te dire, tout simplement, c'est que c'est un ensemble d'éléments qui lui ont permis de faire ça. Maintenant, il y a un point, encore une fois, essentiel. Essentiel. Tu es dans la même situation que lui. Nous sommes tous dans la même situation que lui. Pourquoi? Et là, ça devient vraiment intéressant. Là, on touche du doigt le sujet entier de l'émission, peut-être parce que je ne connais pas la suite, mais qui est pour moi, déjà, rien que là, rien que cette là, maintenant, tu as amorti cette émission. Voilà, je te le dis. Je t'ai expliqué le truc. Il dit un truc qui est pour moi une croyance personnelle et très forte. Il dit « Tous les agriculteurs sont des entrepreneurs ». Louis, tu t'es trompé, je vais te reprendre. Tous les individus sont des entrepreneurs. Tout le monde est entrepreneur aujourd'hui. Tu es entrepreneur, je suis entrepreneur, ton enfant est entrepreneur, ton voisin est entrepreneur. Nous sommes tous entrepreneurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne le sais pas, ou en tout cas tu n'en as pas conscience, mais tu as accès à des ressources de par ton travail, de par ta situation géographique, de par tout un tas d'éléments que je ne connais pas puisque je ne connais pas ta vie. Tu as aujourd'hui, au présent, là, maintenant, si tu commences à réfléchir comme Louis, tu as accès à des ressources. Et ces ressources te permettent de créer une entreprise. Le seul problème qu'il y a, c'est que pour diverses raisons, tu ne le fais pas. Et ça t'incombe. C'est de ta faute. Alors, on va continuer cette émission parce que si je pars sur ce sujet, je vais m'énerver et ça va partir dans tous les sens. Par contre, on va faire un truc. Je vais te donner un exercice. Je vais te donner un exercice et tu vas essayer de le faire. Essaye de le faire réellement. Regarde dans les ressources auxquelles tu as accès ce que tu peux faire. Et essaye de faire quelque chose avec tes ressources et avec comme finalité, comme but, comme objectif de vendre cette chose que tu vas construire. Construis quelque chose avec les ressources que tu as et vends-le. Aujourd'hui, pour vendre, il n'y a rien de plus simple. On a Internet. Louis, il a fait comme la plupart des gens, il a lancé quelque chose sur Internet et il l'a vendu, j'en suis certain. Donc, on va voir ce que c'est. Par contre, je te donne l'exercice de le faire. Alors, je sais que la plupart d'entre vous ne le feront pas, mais si vraiment tu es motivé, essaye de le faire. Punaise, ce gamin, il a 28 ans. Il a 28 ans. Il a commencé à réfléchir à son truc. Ça doit faire au moins 5, je suis sûr, même, il le dit le lycée. Donc, ça veut dire que ça fait au moins 10 ans qu'il réfléchit à ça, même plus. Ça va faire 15 ans qu'il y réfléchit. Donc tu imagines, on va en découvrir un peu plus. Mais quand même, si un gamin a réussi à le faire, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qui, dans la vie que tu mènes actuellement, est réutilisable et revendable? Réponds à cette question, envoie-moi un mail pour me remercier et surtout, dis-moi ce que tu as fait et combien tu l'as vendu. On en parlera dans les prochaines émissions. On continue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, je m'appelle Louis Lefebvre. Je viens d'avoir 28 ans aujourd'hui. Aujourd'hui? Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Et j'ai un cadeau d'anniversaire à demander un peu plus gros que d'habitude. Un cadeau à 40 000 €. Et en contrepartie, j'ai un autre cadeau à vous offrir, une participation dans La tête dans les nuages. Un projet que je présente pour la première fois devant des investisseurs. Oh, c'est chouette. Qui associe des montgolfières, des bâches publicitaires et des emballages polystyrène. En effet, les emballages polystyrène sont les derniers emballages de grande distribution encore non recyclés. Chaque année, c'est plus de 10 millions de mètres cubes qui ne peuvent pas remplir les écharges. Et les enveloppes de montgolfière peuvent voler à peine 650 heures. Pour chacune, c'est plus de 600 mètres carrés de magnifiques toiles colorées et hyper résistantes qui finissent gaspillées. Et les bâches publicitaires que vous voyez sur les bâtiments en travaux, elles ont à peine quelques mois de durée de vie. Et ça représente des tonnes et des tonnes de plastique hyper fonctionnel
gaspiller. Mon idée, associer les trois pour en faire des poufs géants sur lesquels se prélasser aussi bien dans son jardin, dans sa cuisine, dans sa chambre, que dans son bureau et que dans sa piscine. Ah. Au fait, moi, je viens d'un tout petit village de Picardie. Tous les jours, en allant en cours, je passais devant une décharge. Et d'année en année, je l'ai vu s'agrandir. Et moi, fils d'agriculteur, voir les terres de mes voisins se faire dévorer petit à petit, ça m'a marqué. Et plus tard, j'ai décidé de faire des études d'ingénieur agronome avec un master en urbanisme et gestion des déchets. Et il y a 2 ans, sur un coup de tête, je suis parti à Munich récupérer un vieux broyeur de polystyrène qui fonctionnait plus. Une machine de 4 tonnes d'acier qu'on a réussi à récupérer dans la ferme de mes parents. Et après un petit tour de France à récupérer des montgolfières, on a fait les premiers prototypes avec ma petite sœur modéliste. Et il y a 1 an, j'ai fait le choix de m'installer au cœur de la Seine-Saint-Denis. J'ai noué des partenariats avec des chantiers d'insertion. Car la tête dans les nuages, c'est aussi une philosophie de la deuxième chance qui imprègne toutes les facettes du processus de production. Ensemble, on arrive maintenant à valoriser 500 mètres cubes d'emballage en polystyrène par an, soit l'équivalent de la production de 2 très grands magasins d'électroménager. Alors, je vous laisse imaginer jusqu'où on pourra aller ensemble. Le con, il m'a mis les larmes aux yeux, cet abruti. Bon, alors je suis out of the ring. Désolé. Bon, là, c'est de la réaction plus que de l'analyse. Je sais même pas quoi dire. Bon, écoute, c'est au-delà de ce que j'imaginais. Vraiment, bon, peut-être qu'effectivement, dans ma première analyse, qui est pas fausse, hein, il y a quand même une dimension que je n'ai pas mesurée, c'est que le mec, il est marqué au charbon, quoi. Donc, enfin, je veux dire marqué au charbon. Il a été marqué au fer rouge. C'est-à-dire que là, on voit vraiment un enfant à fleur de peau qui résonne, qui, au-delà de l'aspect financier, résonne réellement sur un engagement militant. Enfin, on est vraiment dans un truc, bon, il va être financé, j'ai pas besoin, là, t'entends ça, tu sais pas quoi dire. D'ailleurs, limite, il faudrait que tu trouves l'épisode pour aller voir ce qui vient de se passer. Tout le monde pense ses carnets, tout le monde l'écoute. Le gars te met des claques sur claques. Alors, on va quand même essayer de reprendre nos esprits après tout ça, parce que là, waouh. Donc, tu vois, déjà, il y a un truc qu'il faut quand même dire. L'émotion humaine est le plus puissant. C'est le plus puissant des véhicules pour communiquer entre nous. Si tu dois transmettre à un autre être humain quelque chose et que tu arrives à le faire avec émotion, et ça, il n'y a pas de travail, hein, on est bien d'accord. Là, tu as un mec qui te raconte son histoire et au fur et à mesure qu'il te la raconte, alors en plus le mec ça peut pas, là, on est vraiment dans quelque chose qui ne peut pas être joué en fait. Il n'y a pas de travail derrière ça. Le gars est un peu sous pression parce qu'il n'a jamais pitché, donc il a le trac, il se reprend pour parler. Ça ne peut pas se tricher, ça ne peut pas être inventé. C'est quelque chose, voilà, c'est une séquence qui est magnifique. Et tu vois, il y a un truc qui me vient que je suis obligé de te dire. C'est là que tu vois que l'argent, c'est quelque chose de bien. C'est pas quelque chose de mal comme tout le monde te le décrit. Regarde ce mec, il gagne de l'argent. À quelle heure tu as envie que ce mec qui gagne pas d'argent, mais il a envie qu'il gagne tout l'argent du monde? Putain, son projet tellement il est bon, il faut qu'il réussisse ce gamin. Il faut qu'il réussisse. Il a tout pité, il a tout compris. Il a même pas cherché à acheter la machine. Il n'a même pas cherché à acheter la machine pour recycler le polystyrène. Il a choisi d'acheter une machine défectueuse. Et acheter, c'est pas le mot. Récupérer pour utiliser de la récup. Pour que toute la philosophie de sa boîte... Mais là, il y a tellement de choses que j'ai à te dire sur cette analyse. C'est tellement fou. Alors, on va reprendre depuis le début calmement. Première étape, tu l'as compris, on est face à quelqu'un qui est clairement dans la démarche de « j'utilise mes ressources ». Il est tellement dans cette démarche qu'il en a développé un autre aspect qui est très intéressant, c'est la confiance en lui. Parce que, écoute, essaye d'imaginer le truc. Demain, il s'est lancé là-dedans. Ça fait une paire d'années, comme il le dit lui-même. Il se lance dans ce métier qu'il ne connaît pas, fils d'agriculteur. Il a fait des études d'ingénieur exprès pour pouvoir avoir un cerveau bien fait, dans le but d'accomplir son projet. Ça, c'est aussi magnifique, hein. On est vraiment... Moi, je suis fait pour le comprendre, puisque moi, j'ai arrêté mes études sans savoir ce que je voulais faire et je les ai reprises pour accomplir mon projet. Je me sens touché par ce gamin. C'est comme ça que tu dois... Écoute,
si ta vie, elle n'a pas été comme ça, fais-le pour tes enfants. Moi, ma gamine, dès qu'elle aura un certain âge, je lui dirai, écoute, l'école, on s'en fiche, fais ce que tu veux. Et quand tu auras trouvé ce que tu veux, on reprendra les études. C'est comme ça que ça doit être fait. Tu peux pas, les gens, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire? Même moi, je la pose cette question débile à des enfants des fois, alors que je me dis, mais pourquoi tu demandes ça en fait? Bien parce qu'en fait, on me l'a tellement posé que je me dis que je dois la poser. Mais même pas en fait. Maintenant, moi, quand je la pose, j'essaie de la poser différemment. Je leur dis, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît? Ok. Et quand quelqu'un me dit, ben voilà, il y a ça qui me plaît, je lui dis, est-ce que tu as vu comment tu pourrais arriver à réaliser ce que tu aimes? C'est ça qu'il faut dire à nos enfants. Ils doivent pouvoir au moins s'orienter vers quelque chose qui semble un peu leur plaire. Et je vais être franc avec toi, je sais très bien que ce qui va lui plaire au début, c'est pas ce qu'elle fera. Hein. Elle va essayer des choses jusqu'à ce qu'elle trouve ce qui sera pour elle la chose qu'elle aura envie de faire. Et tu sais, je vais te dire un truc. Il y a une chose qui n'est pas suffisamment dite. Et même moi, je pense que là-dessus, j'ai la sensation parfois que mon livre retranscrit mal mon parcours de vie sur certains aspects, parce que ce que j'aimerais te dire, c'est que quand moi je dis fais ce que t'aimes doit regrouper un ensemble d'éléments, et c'est ce qui arrive à Louis. Louis, ça lui plaît pourquoi? Parce que il gagne de l'argent, et c'est très important. Tu peux être passionné par un truc, si tu sais quoi, si ça ne te rapporte pas d'argent, mais arrête de le faire. Hein. Il faut que ça te rapporte de l'argent. Tu as tous les secteurs d'activité rapportent de l'argent, mais tu n'es pas calibré pour réussir dans tous les secteurs d'activité. Ensuite, deuxièmement, il faut que, donc ça rapporte de l'argent, il faut que le processus qui permet de la réalisation, donc le fait de gagner de l'argent, donc que le processus te soit acquis. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes les tenants aboutissants qui se jouent dans le domaine dans lequel tu es. Ce qui est le cas de ce garçon. Troisièmement, et ça c'est indépendamment de tout le reste, il faut que tu sois capable de faire telle ou telle chose. Et là il nous prouve, Louis, que c'est magnifique. Franchement, moi je suis surpris. Alors je suis très surpris. Il y a un truc je comprends pas bien. Il y a une chose qui quand même m'interpelle. Je vais quand même me permettre un petit peu. C'est pas de la critique, c'est une remise en question. À ce stade, si j'ai compris, sa société s'appelle La Tête dans les nuages. Et donc je crois c'est bizarre parce que je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il fabrique des ballons pour montgolfière, mais je pense que j'ai mal compris. En fait, il récupère les ballons de montgolfière pour faire des poufs chez toi. Je pense que c'est ça qu'il fait. Mais il y a un truc qui est encore un peu flou. Bon, je pense qu'on va avoir des précisions. Il y a quelques aspects qui sont un peu flous. Mais ce qui me tue, c'est que là, on est face à quelqu'un. C'est impressionnant, quoi. Franchement, moi, j'ai rien à dire. Je veux dire, bravo, Louis, bravo. Là, on est vraiment sur un parcours de vie. Et tout ça ne tient qu'à un point. Je passais tous les jours devant cette décharge. Et tu sais, c'est marrant parce que quand j'entends ça, je fais un parallèle avec mon histoire, mais qui peut être la tienne aussi. Moi, il y a des immeubles devant lesquels je suis passé tous les jours. D'ailleurs, dans une de mes formations, je te montre comment j'ai mis 10 ans à acheter un immeuble que je voulais absolument et que j'ai acheté. Et que j'ai toujours d'ailleurs, je ne l'ai pas vendu celui-là. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est ça, il y a des trucs, voilà, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... J'ai pas d'explication rationnelle complète sur cette situation-là. Louis a effectivement une partie irrationnelle qui est liée au mélange de plusieurs ingrédients qu'on a vu dans la première partie. Après, il y a le tempérament de la personne qui joue. Il y a peut-être le fait qu'il est clairement dans l'axe qui devait être le sien, dans l'axe de sa vie, dans le chemin qui était prédestiné à être le sien. Et que dans ces cas-là, on s'épanouit plus que bien évidemment toutes ces personnes qui se retrouvent sur des chemins qui ne sont pas les leurs et qui doivent malgré tout les arpenter. Moi, je suis impressionné. Je te souhaite d'arriver à ça. Mais je tiens vraiment à souligner, et je crois que ça va être le fil conducteur de toute cette émission. En réalité, nous avons tous dans nos vies cette chose qui nous poursuit depuis toujours et qui est la chose que nous devons faire. On est tous différents face à ça. Certains osent, parce que c'est qu'une question d'oser en fait, osent embrasser leur destinée, si je puis appeler ça comme ça, même si j'y crois pas trop. Et d'autres non, parce que ils ont justement peur, ils ont des freins, ils ont des blocages. Là, on est face à quelqu'un qui te montre qu'il n'y a pas de blocage. Le mec, imagine, il a récupéré une machine, mais c'est impossible avant qu'il la récupère, qu'il soit sûr d'être capable de la remettre en marche. Et là, quand tu regardes Louis, quand tu l'écoutes, il a remis la machine en marche. Qu'est-ce que tu veux ajouter à ça? On écoute la suite. Vous n'avez pas dit les 40 000 euros que vous demandez aujourd'hui, c'est en contrepartie de quel pourcentage de votre capital? C'est pas grave, hein? Ouais, c'est 10%. D'accord. Donc le prix d'un pouf, c'est à peu près? C'est 155 euros pour les plus grands, 125 euros la taille intermédiaire qui est tout au fond et 65 euros les plus petits là. Et quel est le prix de revient de fabrication d'un pouf à 155 euros? Ça va être 45 euros.
de marchandises ou avec le Moi, dans 155 €, je fais la livraison qui est offerte dans toute la France, qui est comprise dedans. Mais comment vous les expédiez? C'est des gros cartons, non? Oui, c'était un gros problème au début. C'est hors gabarit, ça En fait, oui, c'est hors gabarit des transporteurs classiques. Moi, je passe par un transporteur de palettes, donc, qui est utilisé pour le transport de meubles en général. Ça vous coûte combien à envoyer? Pour les grands, 25 €. Ah, donc c'est encore très cher. 40 000 € pour 10%, c'est très raisonnable. Franchement, bravo. Voilà, tout me semble cohérent. Il nous manque le chiffre d'affaires, bien sûr. J'espère qu'on va l'avoir. On voit que Marc Simoncini ici nous souligne un point intéressant, un point améliorable. Donc la partie expédition. 25 € pour envoyer un pouf, effectivement c'est très cher aujourd'hui, ça pèse énormément. Le coût de revient d'un pouf, c'est 45 €. C'est une moyenne, bien évidemment, sachant qu'il a des prix allant de 65 à 155. Donc on imagine très facilement que, bien sûr, sur les 65 €, le coût de revient de ce type de pouf-là sont moindres. Ou alors il a choisi d'avoir une marge moins élevée sur un certain type de produit d'appel pour ouvrir la gamme derrière à d'autres. Parce qu'en fait, c'est plus facile de convertir un client qui a déjà acheté. Bon, tu connais l'histoire, mais en gros, quand tu fais une offre d'appel, l'idée, c'est de convaincre ceux qui hésitent à cause du prix. Et donc, c'est sûr que quand on te dit 155, moi, je suis allé sur leur site, qui existe toujours, donc c'est une entreprise qui fonctionne. Tu peux avoir des poufs qui montent jusqu'à 250 €. Donc, 250 €, si tu veux, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui va mettre 250 € dans un pouf. Et en même temps, tu pourrais avoir envie d'en avoir un à ce tarif-là. Sauf que pour convaincre le client, peut-être que si tu proposes un produit à 65 €, c'est un petit peu une façon pour lui de montrer la qualité de ce qu'il est capable de faire et d'inciter ensuite à acheter d'autres produits. Donc l'intérêt derrière tout ça, c'est bien évidemment que les investisseurs voient aussi ce qu'eux peuvent amener. C'est ce qu'a cherché un peu à gratter Marc. Il a cherché à comprendre le mode de fonctionnement. Il a posé des questions, il a enfoncé des portes ouvertes, c'est-à-dire qu'il a quand même bien demandé la décomposition des coûts parce que, étant donné qu'on est face à quelqu'un qui recycle, on veut savoir qu'est-ce qu'il paye. Et donc, comme tu l'as compris, ce qu'il paye, c'est très simple, je vais te le dire tout de suite, mais il y a deux éléments qu'il paye. Premièrement, l'assemblage du pouf, donc les coutures pour faire un carré finalement, avec une grande bâche rectangulaire et la refermer. Et le recyclage donc à l'intérieur du pouf, parce que dans le pouf, en fait, il y a du polystyrène. Et là, c'est du polystyrène récupéré en déchetterie, d'où le lien avec la déchetterie. Alors, juste pour que tu comprennes ce qu'il fait à son polystyrène, il récupère, tu sais, quand tu achètes par exemple un ordi, ou même ton appareil raclette que tu as chez toi, ou ta télé quand elle arrive, elle est bloquée par des espèces de blocs de polystyrène compactés. Tu sais, ça fait des espèces de gros blocs qui maintiennent l'écran par les côtés pour pas que ça bouge dans le carton. Eh bien, ces packs de polystyrène, il les récupère, il les met dans un broyeur à polystyrène et il en fait des petites billes. En fait, il les décompacte et il injecte ces petites billes dans le polystyrène. Ce qui est exceptionnel donc, dans le business là, c'est que son broyeur à polystyrène, vu qu'il l'a récupéré et qu'il ne l'a pas payé, il est scalable. C'est-à-dire que une fois que tu as la machine, peu importe le nombre de polystyrène que tu injectes à l'intérieur, il peut traiter des millions de mètres cubes. J'exagère, mais là j'exagère, mais tu comprends ce que je veux dire. Il peut traiter une masse de recyclage à volonté, puisqu'en fait la machine elle est amortie. Donc là, l'entreprise elle a réellement, moi de l'extérieur, c'est une entreprise, ça me paraît hyper sain son truc là. Enfin, là, honnêtement, je suis assis, j'ai déjà la main sur le chéquier qui est en train de remplir le chécos dans le dos, là, tu vois, je suis prêt à lever le portefeuille, quoi, tu vois. Allez, viens Louis, là, on va faire un tour dans ton usine, et puis si c'est bon, quoi. Allez, on écoute la suite. Les toiles, on vous les offre ou vous les achetez? On me les offre. Ah ouais, c'est ça. Il faut une main-d'œuvre très qualifiée pour les coudre. En fait, la conception, elle est extrêmement simple. Ça a l'air, ouais. C'est ce qui permet de travailler facilement avec des matériaux récupérés. Ouais. En fait, notre démarche, elle existe déjà. Ça s'appelle l'upcycling, ou surcyclage en français. Le surcyclage, c'est de dire des déchets plastiques, plutôt que de les recycler, soit leur faire traverser des milliers de kilomètres, une demi-douzaine d'usines, les refondre, les faire retourner au stade de matière première, eh bien, on peut parfois leur trouver une utilité supérieure localement. Et avec les montgolfières que vous récupérez, vous êtes capable de faire des centaines de milliers de poufs, j'imagine? En fait, il y a 1000 montgolfières sur le territoire français. On les change tous les 6 ans. Donc, il y en a à peu près 250 qui sont jetés par an. Vous avez presque trop, quoi. Et on peut faire combien de poufs dans une montgolfière? Si on utilise bien tous les tissus, toutes les couleurs, on peut faire jusqu'à 500, 600 poufs. Ah ouais.
Tu sais, dans mon livre, j'ai envie de commencer par ça. Dans mon livre, il y a une règle, ça s'appelle 1 égale 2. Et ben là, 1 égale 500. Tu vois? Tu te dis pas des conneries quand même, hein? Bon, je vais y revenir, t'inquiète. L'upcycling, je t'explique quand même ce que c'est parce que je trouve que c'est pas très bien expliqué. Enfin, bon voilà, c'est normal, il a un peu le trac et tout. En fait, c'est pas éviter d'envoyer des déchets à l'autre bout du monde. Non. Déjà, la première valeur de l'upcycling, c'est que tu fais avec du vieux un produit de valeur supérieure. Ça, c'est vraiment important, hein. C'est-à-dire que tu prends un produit usagé que tu récupères, tu le revalorises et sa valeur, elle est supérieure à du neuf. C'est-à-dire que tu finis, par exemple, on va prendre un exemple réel. Tu trouves une vieille petite voiture, tu la rénoves et tu vas la vendre plus cher que ce qu'elle se vendait quand elle se vendait neuve en fait. Et j'ai pas pris l'exemple des petites voitures au hasard, c'est qu'il y a vraiment autour des anciennes petites voitures, tu serais surpris des prix des petites voitures de collection. Ça se vend à des prix, moi j'en ai retrouvé une, j'ai regardé sur internet, elle vaut 345 € en mauvais état. Là tu te dis bon je vais la rénover, elle coûte 500 balles je crois, ça vaut le coup et je ne l'ai pas acheté à l'époque, je ne l'ai pas acheté ce prix là, je veux dire à l'époque si je l'ai payé 150 francs c'est le bout du monde tu vois. Aujourd'hui on parle de 500 €, bon bref, rénové. Bref, l'upcycling ça s'écrit UPCYCLING si tu veux chercher, donc c'est bien ça, c'est je prends un matériel, des vieux matériaux usagés et je les recycle de telle sorte que leur valeur finale est supérieure à leur valeur neuve. À la valeur du neuf de départ. Autre élément très important qui pour moi est mal orienté dans ce qu'il a dit, il dit nous on va réussir localement à revaloriser les choses. Là c'est parce qu'on est face à un choix de recyclage qui lui permet localement, donc en France, de traiter les déchets sur place et bien évidemment de les revendre sur le territoire. Mais des fois, malheureusement, selon le choix que tu vas faire, ça ne se passera pas aussi facilement. Je voulais quand même le préciser. Point intéressant et important, on est donc face à quelqu'un, un entrepreneur qui aujourd'hui a un problème de délivrabilité. Il n'a pas encore évoqué réellement ce qu'il allait faire avec les 40 000 €, mais aujourd'hui, son problème principal, ça n'est pas sa méthodologie de travail, ça n'est pas, le marketing, enfin je ne sais pas, tu peux trouver tout les... Non, son problème, c'est que il se fasse connaître et il arrive finalement dans ton salon, au bord de ta piscine, enfin bref, là où son pouf est censé être. Donc lui, ce qu'il va chercher, alors on pourrait apparenter ça à du marketing, mais moi je ne le vois pas tout à fait comme un manque de marketing. Son marketing, il est plus ou moins fait, c'est des poufs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas un marketing de ouf à faire autour de ça. Non, c'est un problème réellement, alors soit d'accès à des revendeurs, soit de communication, on peut le dire aussi comme ça, bien que bon, des pubs pour des poufs, ça me paraît un peu complexe. Moi, je dirais qu'il a aussi un problème d'accès à des points de vente. Alors, trouver un système soit de partenariat pour se retrouver dans des magasins qui proposent de l'ameublement, ça, je ne sais pas. Je pense qu'on va avoir des précisions. J'aimerais bien maintenant qu'on parle un peu du chiffre d'affaires. Pour moi, on est face à une entreprise ultra viable. Il y a tous les ingrédients pour la faire exploser. Il lui manque pas grand-chose à ce jeune. Maintenant, j'aimerais vraiment avoir des éléments sur le chiffre d'affaires. Et alors, pourquoi la tête dans les nuages? C'était le rapport avec les montgolfières aussi. Ouais, quand on s'allonge dedans, dehors, on a la tête dans les nuages. Vous l'avez déposé la marque? Oui, elle est déposée, ouais. D'accord. Vous accordez une grosse importance au design ou finalement c'est la fonctionnalité du pouf qui est importante? C'est la fonctionnalité. Après, c'est plus histoire de mettre en valeur les couleurs des montgolfières qui sont restées super, quoi. Il y a combien de couleurs? C'est toujours les mêmes couleurs pour les montgolfières? Maintenant, j'ai un nuancier de 47 couleurs de toile de montgolfière. Et en fait, j'en ai 21 j'ai un modèle que j'ai en série, que je propose sur mon site internet. Après, pour les entreprises qui veulent des matchs parfaits de couleurs avec leur propre déco, là, je peux leur sortir le nuancier et là, on arrive à faire des sur-mesure. Mais vous faites tout ça tout seul? Bah oui. Ouais. Mais c'est dingue. Bah oui. Quel talent. Bah oui. Moi, je vais en essayer un. Je peux l'essayer? Oui, bien sûr. Ça va, vous? Ça va très bien. Ah, c'est vachement bien.
peut les plier et s'asseoir. Enfin, est-ce qu'on peut s'asseoir vraiment pour essayer? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, si on les met sur la tranche, on peut s'asseoir plus avec un dossier comme ça. Regarde, là, je suis assis, je peux bouquiner. Alors, moi, je vais essayer celui-là. Alors, quand on les met, je peux essayer vachement dense. Si vous voulez essayer là. Ah ouais, c'est vraiment dingue. Voilà. Et là, on peut s'asseoir presque comme une. Ah, c'est vachement bien. Ouais. Fred, il est bien aussi. Ah ouais. Oh, c'est super. Je change. Non, c'est vachement bien. Je change. Je laisse le fauteuil là-bas. Je prends ça. Ah ouais? Ah, c'est génial. Ça prend la forme du dos. C'est trop bien. Ça flotte? Oui, ça flotte. Pendant notre campagne de crowdfunding, on faisait des happenings sur le canal Saint-Martin. On mettait 2 personnes par pouf et on leur proposait de faire une mini croisière sur le canal Saint-Martin. Combien ça pèse? Ça pèse 11 kilos. 11 kilos, pas très lourd. Hein. Ah non, mais c'est un confort d'assise incroyable. Ouais, c'est vachement bien. C'est étonnant. Et vous en vendez combien par jour en ce moment-là? En ce moment, on est à 4-5 par jour. 4-5 par jour? C'est bien. C'est beau, hein? Vous voulez pas qu'on retourne à nos places, non? Bon, alors je sais pas si on aura le chiffre d'affaires. Alors je l'ai calculé, hein, 4-5 poufs par jour. Moi j'ai pris une moyenne de 4 poufs par jour, d'accord, que j'ai multiplié par 120. Tu es d'accord avec moi? Donc 4 poufs fois 120 euros, ça te fait 480 euros par jour fois 30 jours. Ça fait 14 000 euros, 14 400 euros par mois fois 12 mois. Ça fait 172 000 euros et des brouettes. Bah, c'est bien, oh, c'est vachement bien. Et donc il est seul déjà, comme ça a été souligné plusieurs fois. Après, à mon avis, c'est de la sous-traitance essentiellement. Donc franchement, mais je suis bluffé. On est face à un... je suis bluffé, voilà. J'allais dire, on est face à un méga entrepreneur, mais il est super bon. Et en plus, il faut bien t'imaginer qu'à ce stade, il demande 40 000 euros. Alors certes, sur ces 172 000 euros, ce n'est pas exactement ça que j'aurais dû calculer. Là, j'ai le chiffre d'affaires. Maintenant, si je fais 120 et que sur ces 120, je retire, on va dire, 45 euros, c'est ce qu'il a dit que ça lui revenait un pouf, et que j'enlève encore les 25 euros de transport. On est sur une base restante de 50 000 euros. On va calculer sa marge, parce que je crois que c'est plus ça qu'il faut arriver à faire. Fois 4, ça fait 200. Fois 30, ça fait 6 000. Fois 12, en marge, il y reste 72 000 euros. Il se paye, parce que c'est certain qu'il se paye. Donc, tu peux enlever sur 30 000 euros, c'est ce qui doit coûter à la boîte. Il génère 40 000 euros, mais c'est très honnête. On est face à un gamin super bon. À mon avis, il demande plus ou moins ses bénéfices qu'il doit actuellement réinvestir pour générer aussi cet argent. Il doit y avoir un peu de pub derrière, j'imagine. Je ne sais pas trop, je n'ai pas fait de recherche. Ce que je veux te dire, alors là, je voudrais parler un petit peu entreprise, mais vraiment pure, tu vois, genre financement et tout. Là, déjà, ce que j'apprécie, tu vois, c'est des calculs personnels que je viens de faire. S'il annonce 200 000 euros, tant mieux. S'il annonce 150 000 euros, 120, c'est un peu moins bien. On va juste réduire nos marges. Je pense qu'il se paye dans tous les cas. Il doit se prendre dans les 30 000. Enfin, il doit coûter à son entreprise 30 000 euros par an. C'est pas ce qu'il prend en salaire. Hein. Tu divises par 2. À mon avis, j'exagère en divisant par 2, mais moi, j'aime bien faire ça. À mon avis, il doit sur se payer 15 000 euros. Là-dessus, il paye l'impôt, pas loin de l'impôt sur le revenu. Il doit se prendre 1 300, 1 400. Voilà, il travaille pour lui. Il fait son revenu. Nickel. Bref. Ce qu'il y a de bien, tu vois, c'est que quand tu demandes de l'argent comme ça, il faut rester cohérent. Il ne faut pas arriver, un mec comme ça qui fait déjà son beurre, il aurait pu arriver et dire je veux 100 000, tu vois. Mais non, il a choisi de prendre 40 000. C'est tout à fait logique. Sa marge, en un an, peut les couvrir. Si mes calculs s'avèrent exacts. Je peux me tromper, on va le voir ensemble. Mais ce que j'essaye de te montrer, c'est la façon dont tu demandes de l'argent à quelqu'un. Il ne s'agit pas de faire comme la plupart des gens qui ont tendance, lorsqu'ils ont une boîte ou lorsqu'ils ont un problème dans leur vie, de dire « Ah ben j'ai un problème qui me coûte 30 000, alors je vends ce truc 30 000, la valeur du problème. » Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu sois cohérent. Là, tu es face à un mec qui a la tête sur les épaules et qui sait se débrouiller. Donc les 40 000 euros, il doit avoir une idée précise en tête de ce qu'il va en faire. Il n'en a pas encore parlé, mais ça doit être précis à mon avis. Ou alors c'est de la pub et du coup il vient chercher son argent ici parce que lui ne veut pas le faire. Et il veut faire appel à un marketeur parce que là encore c'est pareil. La pub c'est une compétence. Tu choisis de l'acquérir ou non. Si tu l'acquiers et que tu la développes, dans ce cas-là, au bout d'un certain temps, tu n'as plus besoin de personne, mais tu deviens un homme orchestre et ce n'est pas non plus le but. Et tu peux décider de prendre un marketeur ou un gars qui est spécialisé dans la pub qui va la faire pour toi, parce que ça sera plus précis, plus pointilleux. Mais du coup, ça a un coût et il faut choisir où tu mets ton argent. Bref, ce que j'essaie de te dire, c'est que quand tu demandes de l'argent, il faut que tu sois logique par rapport à ce que tu demandes et il faut que tu restes raisonnable par rapport à ce que tu génères déjà. Si tu n'as pas d'argent et que tu en cherches, quand on cherche de l'argent, on commence par en gagner. On a commencé à avoir vu ensemble plein d'émissions de Qui veut être mon associé. Là, il n'y a rien de mieux qu'un mec qui arrive, qui fait déjà son beurre, qui a déjà un process. Tu as envie d'investir, tu as envie d'être à côté de lui. Parce qu'en plus, c'est un mec qui donne envie d'être à côté de lui. Là où je veux en venir, c'est quand même un point qui est important pour toi. Comme tu l'as remarqué au début de ce passage,
Marc Simoncini pose quelques questions sur le design et la réponse immédiate de Louis, ou en tout cas l'orientation que prend leur discussion, c'est tout de suite « moi j'ai favorisé la qualité du produit ». Et peu importe ce qu'il va faire de son argent, il y a une chose qui ressort au fur et à mesure que tu écoutes cette interview, qui n'est pas dit clairement, mais que là on vient de vivre avec les gens qui s'assoient dessus et tout, c'est qu'en plus, le produit est de qualité. Il a tout fait et il fait tout pour proposer un produit de qualité. Et tu as remarqué ce qu'il a dit à Marc Simoncini, j'ai un nuancier pour me permettre de proposer aux entreprises un accord couleur avec leur code couleur dans leur bureau. Et ça, mais ça, laisse-moi te dire que c'est là que tu vois que ce gamin a tout compris. Il a tout compris. Et ce que je veux te dire, ce que j'essaye de te dire, c'est que regarde comment le Pulse est en train de s'assembler. On a un jeune homme, Louis, qui toute sa vie a vu cette déchetterie, il a voulu en faire quelque chose, bim, il a commencé à créer ses poufs. Il a mis une partie de ce qu'il trouvait dans la déchetterie dans ses poufs pour permettre de réduire sa déchetterie. Ensuite, il a commencé à développer autour toujours du même concept, le recyclage, l'emballage des poufs pour garder l'esprit de sa boîte et aussi la valeur, parce que ne nous cachons pas, il y a une dimension financière derrière tout ça, tout en restant dans la même continuité, c'est-à-dire je recycle tout, jusqu'à même l'appareil qui me permet de faire tout ça. Ok, tu as compris l'idée, mais cerise sur le gâteau, je fais un produit de qualité. Et qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure sur l'upcycling? C'est pour ça que je t'en ai parlé. Je ne savais pas qu'on allait en venir là, mais enfin, plus ou moins si quand même, parce que je me doutais qu'au final, le produit était de meilleure qualité, mais il a un produit dans les mains exceptionnel, ce gamin. Et je veux que tu saches une chose. Je ne veux pas que tu crois que tu es en train de voir un génie. C'est pas un mec qui s'est réveillé un matin et c'est hyper important, je te dis depuis le début. Le gamin, il a peut-être que 28 ans, mais il réfléchit à ça depuis qu'il a 15 ans. Donc, tu es en train d'écouter un mec qui, en fait, du haut de ses 28 ans, d'accord, a plus de 10 ans d'expérience. Il a plus de 10 ans d'expérience, ce minot. Parce que, je vais être très franc avec toi, hein, si tu commences déjà à travailler sur un projet, même au collège, et que ça continue, plus tard, c'est que tu as commencé à travailler dessus à ce moment-là, en fait. Moi, mon premier livre, mon tout premier livre, qui est un livre de fantasy dont je parle de temps en temps, que j'ai jamais sorti parce que j'ai un travail de malade à faire dessus, j'ai commencé à l'écrire au collège. Hein. Et je considère que c'est mon premier. Il est fini. Il fait 1800 pages format A4. C'est un univers persistant. Et c'est pour ça que j'aime écrire. J'ai toujours écrit aussi loin que je me souvienne. J'écris depuis toujours. J'adore écrire des livres. C'est vraiment... Je voulais être écrivain quand j'étais jeune. Je suis passé par plusieurs phases jusqu'à ce que je réalise que c'était ça que j'aimais. Et tu vois, c'est rigolo. Je ne suis pas écrivain de bouquins d'heroic fantasy. J'écris des livres sur l'argent, la finance et l'immobilier parce que ma vie m'a entraîné là. Mais je l'ai déjà dit dans plein d'émissions. C'est à toi de rassembler les pièces du puzzle et à faire ton propre tableau. C'est pas parce que ta passion c'est le miel et les abeilles que tu peux pas écrire des livres sur du miel et des abeilles. Et si tu étais jeune et que tu rêvais de faire ça, d'ailleurs j'avais pris l'exemple d'Olivier Le Marchal qui est devenu un grand réalisateur de films, qui voulait toujours être réalisateur mais qui a travaillé dans la police pendant 10-15 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il réalise des films sur la police. En fait, l'erreur que font les personnes, c'est de délaisser qui ils sont. Ce que tu as dans ta vie est juste ce dont tu as besoin pour accomplir ce que tu veux. À toi de rassembler les pièces sans chercher à les pervertir. Si j'avais écrit des livres, d'heroic fantasy, peut-être que j'en aurais jamais vendu un seul. On le saura jamais. Mais aujourd'hui, il se trouve que je vends des livres sur l'immobilier. À toi de cumuler. Et ce que j'essaie de te dire pour ce jeune Louis, c'est que là, on a la sensation quand on l'écoute que c'est tellement naturel, que c'est précis. Je comprends qu'il y a des gens qui croient au don. Quand tu vois ça, tu as envie de croire qu'il a un don, ce gars même. Il n'a pas de don. Il y travaille depuis qu'il est au collège. Il y pense. Ça l'a obsédé. C'est un obsédé, ce mec. Alors, dans le bon sens du terme, c'est une obsession qu'il avait. Pas un obsédé de fille, tu vois. C'est un obsédé de sa décharge. Mais il a un truc qui l'habite et que tu ne peux pas lui enlever. Et ça, faut que tu l'entendes en fait, il faut que tu le comprennes. Moi, je peux te le montrer, je peux te le décortiquer, mais je ne suis pas dans ta vie. Et il est probable que si je parle avec toi, à force de parler, je découvre que dans ta vie, il y a un truc qui est vraiment ton obsession, ta passion. Mais je te dirais, mais fais un truc autour de ça, tout en récupérant. Et c'est ça qui est intéressant dans cette émission. Il récupère ce jeune. Et il récupère tout. Et c'est ça qui fait sa force. Récupère, tu as le droit de faire pareil. Tu peux récupérer des points de ta vie que tu vas venir disséminé dans ce que tu veux réaliser en fait. Il te le montre là. Et en plus, il réussit. C'est pas compliqué de réussir. Hein. C'est pas compliqué. C'est très souvent nous-mêmes qui nous compliquons la tâche. Parce que là, ce jeune te montre que lui, tout simplement,
Il a assemblé les bouts du puzzle sans se poser trop de questions. Et il est là où il est aujourd'hui. Et je suis très heureux pour lui. Franchement, moi, ça me donne du baume au cœur de voir des jeunes comme ça. Il a l'avenir devant lui. Et j'espère que ça sera à la hauteur de ce qu'il espère. Parce que franchement, il a tout pour réussir. On écoute la suite. Moi, j'avais une question avant de voir si vous dire ce que j'en pense. Vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est dans notre philosophie d'entreprise, il y a cette philosophie de la deuxième chance qui est à chaque étape de notre chaîne de production. Et c'est quoi concrètement? Comment vous le... En fait, nous, on travaille avec des chantiers d'insertion, surtout pour la couture. C'est des personnes qui ont eu souvent des parcours... chaotiques. Des parcours chaotiques. Et en fait, ils sont là sur des contrats de 1 an, 2 ans. Voilà, pour reprendre un rythme. Waouh. Voilà, c'est super. Moi, j'avais une question sur sur les 40 000 euros et l'usage que vous allez en faire exactement. Comment vous comptez investir cet argent-là? En fait, là, ça va être sur du recrutement, quoi. Là, aujourd'hui, on est rentable. Voilà, je suis tout seul à tout faire, mais vous êtes rentable, mais vous ne payez pas en bon entrepreneur? Là, je me suis versé première retraite compte courant. Ouais. D'accord. Donc vous ne payez pas, quoi. Vous récupérez l'argent que vous avez mis pour l'instant, un petit peu. C'est ça. Bon. Catherine, la dame en rouge. Ça faisait longtemps, elle m'avait manqué. Catherine, bon, très affectée par ces sujets-là. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Je peux comprendre. Hein. Et moi, je trouve ça super. On n'est pas un pays de seconde chance. Il y a vraiment un créneau aux États-Unis, mais quand je dis un créneau, c'est pas un petit créneau aux Américains. Les Américains sont friands de la seconde chance. Et d'ailleurs, tous les mecs qui jouent la carte de la seconde chance finissent très souvent avec beaucoup d'argent. Le meilleur exemple que tu connais, hein, c'est Jordan Belfort, le loup de Wall Street, qui est clairement une figure de proue issue de ce marketing autour de la seconde chance. Parce que Jordan Belfort, c'est quand même un arnaqueur. Hein, j'ai fait une émission dessus, je t'invite à la réécouter ou à l'écouter. Et le mec aujourd'hui est à nouveau riche, alors qu'il a toujours, les arnaques qu'il a fait sont toujours pareilles. Nous en France, on garde encore cette mentalité où l'échec t'enfonce et où si tu as eu des échecs, tu es plutôt enfoncé et où on va continuer à te parler des échecs, l'air de dire « Ouais, mais t'as fait ça ?» Ouais. Tu vois, on te parle comme ça en fait. Tu as envie de dire « Mec, mais réveille-toi. » Oui, je me suis trompé, mais j'ai fait des trucs. Donc, pourquoi tu me juges d'abord, toi qui n'as jamais rien fait? Bon, on va pas parler de ça, je vais m'énerver. Bref, on sent que ça compte pour Catherine et moi j'arrive à la comprendre. Alors il faut savoir que Catherine vit à New York. Je crois ça, j'ai entendu ça la dernière fois vite fait au détour d'une conf qu'elle a fait. Il me semble qu'elle vit à New York. Donc c'est vrai qu'elle a cette culture, à mon avis, qui est propre aux États-Unis. Elle a cette culture de la seconde chance et elle y croit. Et moi j'ai tendance aussi à y croire. Moi je pense qu'il faut se tromper, il faut faire des erreurs et c'est normal. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, deuxième point. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec de Blablacar, lui demande ce qu'il va faire des 40 000 euros. Enfin, j'avais envie de savoir. Et là, c'est l'embauche. Alors, c'est vrai que maintenant, en l'entendant, ça me semble logique. Il est seul à faire tout. C'est pas... On peut en parler, lui et moi. Parce que moi aussi, j'ai mis très longtemps à accepter de déléguer des aspects. Aujourd'hui, je délègue. Mais je délègue à ma sauce parce que moi, j'ai un problème de vision. Lui, il a un problème de rentabilité. Aujourd'hui, il est juste rentable. Donc, c'est quand même problématique. Peut-être que mes calculs sont faux. Ça mériterait de creuser. Mais en même temps, on est pour moi sur quelqu'un qui a un potentiel et comme l'a souligné Marc, il y a de la marge sur des postes. Ça me semble logique. Genre les envois, tu vois. 25 € l'envoi, il doit y avoir moyen de trouver une solution. Laquelle je ne sais pas, ce n'est pas mon job, mais elle existe. Bref, très intéressant de voir en fait qu'il va faire de l'argent. Donc une embauche, Alors, on est dans la même situation, je vais être franc avec toi. Ça me chiffonne, j'allais dire ça me chiffonne. Mais on est dans la même situation que cette autre émission que nous avons fait ensemble qui date un petit peu maintenant. Mais où je t'expliquais que en fait, typiquement ce type de demande de financement, donc déjà ça passe jamais avec les banques. Hein. Ce n'est pas la peine que tu ailles voir une banque en leur disant voilà, j'ai besoin d'argent pour embaucher. Les banquiers, à moins que tu amènes un bien en garantie, ne te prêteront pas l'argent en fait. Hein. Voilà. On ne finance pas, un banquier ne finance pas l'embauche et le marketing. Ce sont deux choses qui ne les intéressent pas. Les banquiers ne financent que ceux qui peuvent saisir. Ça n'a ni queue ni tête. Hein. Je ne veux pas qu'on philosophe sur le fondement même de cette discussion. Voilà, ce mec-là a besoin d'une embauche, c'est aussi légitime et peut-être ça a plus de valeur qu'une machine. Mais c'est comme ça. Voilà.
C'est pas la peine de raisonner des heures sur un truc qui est arrêté. C'est arrêté du côté des banquiers. On ne finance pas pour embaucher. Ok. Par contre, à l'inverse, ce que je voudrais dire, c'est que là aussi, je trouve que c'est maladroit. 40 000 € pour une embauche. On sent d'ailleurs, je le sens un peu gêné quand il le dit parce que je pense qu'il sait que c'est maladroit. Alors, je peux comprendre qu'il en ait besoin. Je peux comprendre que ce soit pour lui l'étape d'après. Mais ce que je ne peux pas comprendre, c'est que ce gamin-là qui a cette capacité, il a une capacité énorme à puiser dans ses propres ressources, n'ait pas trouvé la solution. Je ne le juge pas parce que c'est un sujet délicat, l'embauche, que je partage avec lui et que j'ai du mal moi-même à résoudre simplement, alors qu'il suffit d'embaucher quelqu'un. Hein. Les gens qui ont l'habitude d'embaucher te diront c'est pas compliqué l'embauche. Hein. Mais pour moi, je travaille avec des gens aujourd'hui, j'ai pas de problème. Mais l'embauche directe, c'est complexe. Pourquoi ? Parce que, comme il l'a dit, comme ils l'ont dit aussi, ils l'ont soulevé, le petit lézard sous le caillou, il ne se paye pas vraiment en fait. Là, il commence à se payer, mais il ne se paye pas vraiment. Et beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui ne se paient pas. Et c'est vraiment, je te le répéterai à chaque émission, hein, c'est un indicateur de la réussite de ta boîte. Si tu ne peux pas te payer, c'est qu'il y a un problème avec ton entreprise. Point à la ligne. Donc, soit tu arrêtes, soit tu changes, soit tu pivotes, enfin fais quelque chose. Mais ne reste pas comme ça parce que ça n'est juste pas possible. On continue. Moi, je trouve ça très sympathique. C'est, je pense, une bonne action. Je trouve que c'est plaisant, mais bon, je ne suis pas hyper branché sur ce genre de matériaux, mais bon, personnellement, je vais passer ma place. Sans surprise, Marc passe son tour et c'est facile de comprendre pourquoi. La raison est très simple. Déjà, je ne sais pas si tu l'as remarqué, je ne l'ai pas relevé, mais pendant les divers échanges qu'il y a pu y avoir entre Louis et les investisseurs, il a posé une question, ces questions qui sont répétitives. Et tu vois, c'est intéressant parce que cette répétition de ces épisodes te montre comment pensent certains investisseurs. Et là, la question, ça a été quoi ? Est-ce que vous avez déposé votre nom ? Est-ce que vous avez déposé votre marque ? Marc, ça fait un peu répéter, mais c'est le prénom là, ce coup-ci, Marc a cette espèce de souci de comment dirais-je ? Il est focalisé sur un élément essentiel dans les business, ça s'appelle la barrière à l'entrée. Et crois-moi, c'est un point pivot dans certains business qui, comme il l'aura démontré dans toutes les émissions qu'on aura pu voir avec lui jusqu'à aujourd'hui, pour lui, c'est un facteur essentiel d'investissement. Et c'est OK en fait. Moi, je comprends très bien qu'en tant qu'investisseur, tu puisses réagir comme ça. Alors, la barrière à l'entrée, si tu ne sais pas ce que c'est rapidement, c'est quand pour monter un business, en fait, il y a un coût pour rentrer sur cette table-là qui est suffisamment élevé pour éloigner la concurrence. Donc, je vais te donner un exemple. Si demain, tu veux construire une usine pour fabriquer des jouets, pour alimenter tout le marché du jouet français, il va te falloir un petit peu d'argent. L'usine, tu ne vas pas pouvoir la construire en te réveillant le matin en disant « Tiens, je vais faire une usine ». Tu vois, ça demande du capital. À l'inverse, ce que t'as montré Louis, et qui est quand même formidable pour toi, mais qui fait que Marc est absolument pas intéressé par son business, c'est que Louis, il a créé une société qui ne nécessite aucun capital de départ. Ce qui veut dire que, malheureusement, il faut être honnête, il n'y a rien qui t'empêche, une fois que tu vas couper cette émission, de faire exactement pareil que Louis en fait. Puisque si pour lui, il a fallu 0 capital pour faire environ 200 000 € de chiffre d'affaires, pour toi, il va te falloir 0 pour faire 200 000 € de chiffre d'affaires. Donc, il y a des investisseurs pour qui c'est carrément rédhibitoire ce genre de situation parce que n'importe qui peut se lancer sur ton marché. Et si jamais demain, ce marché-là s'avère être hyper juteux de l'extérieur, tu vas te retrouver comme du miel entouré d'abeilles, c'est-à-dire que d'un coup, tu vas avoir plein d'entrepreneurs qui vont se lancer, les prix vont commencer à baisser, les marges avec, et puis la suite, tu la connais. Il arrivera un moment où le gâteau, il est plus assez grand pour être partagé avec tout le monde, et Marc, ça, il ne veut pas en entendre parler. Alors, c'est OK, mais ça veut dire que pour toi, il faut aussi que tu aies conscience de ça. Ça veut dire que quand tu crées un business, tu es capable de te dire, ce business, il n'a pas de barrière à l'entrée, donc il faut que j'en sorte rapidement, ou il a une barrière à l'entrée qui m'intéresse, et du coup, je vais y rester. Ce qui est quand même intéressant et que je veux quand même souligner, c'est que la machine pour recycler le polystyrène, il a eu la chance d'avoir les capacités matérielles et intellectuelles de la récupérer et de la remettre en état. Ce n'est pas à la portée de tout le monde et de n'importe qui. C'est un détail qui fait un peu la différence, mais bon, Marc ne l'a pas vu sous cet œil-là. Pour moi, c'est OK. On passe au prochain investisseur. Moi, je suis étonnée. Enfin, je regarde avec beaucoup d'étonnement et d'admiration ce que vous faites.
Je vois pas comment je pourrais vous aider. Je vais pas suivre. La dame en rouge est vraiment mystérieuse à mes yeux. Catherine est incompréhensible pour moi. De mon point de vue, bon, comme tu es habitué maintenant, hein, de mon analyse à moi, elle est toujours essentielle dans tous les projets, mais elle, non. Bon, peut-être que je vois pas tout. Effectivement, il n'a pas évoqué un besoin marketing, visibilité web. En plus, il arrive déjà à faire 4 à 5 ventes par jour, ce qui est énorme sur un site web. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Ça ne lui permet pas de créer une multinationale, mais quand tu pars de zéro pour arriver jusqu'à ce point-là, crois-moi, ce n'est pas tout le monde qui fait 4 à 5 ventes par jour sur son site web. Hein. Ça demande du trafic, du savoir-faire, de l'énergie, enfin beaucoup de compétences qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui regardent le travail du web de l'extérieur ont la sensation que c'est une compétence relativement simple à acquérir, alors qu'en réalité, et je pourrais t'en parler, ça n'est pas simple. Donc, je comprends dans un sens Catherine, parce que du coup, elle se dit qu'il a quand même les bases et puis qu'il a tout fait tout seul et que c'est assez impressionnant. Du coup, elle se dit en quoi je serais utile. Alors qu'après, encore une fois, voilà, c'est peut-être un transfert que je fais ou c'est peut-être que je l'aime bien. Enfin, Dieu seul sait. Mais il y a une chose qui fait que je me dis, elle aurait son rôle à jouer comme dans chacune des entreprises que je vois. C'est une impression. Bref, un jour, elle viendra sur ce plateau pour parler avec moi. Qui sait? Continuons, passons au prochain investisseur. D'abord, vous êtes très jeune. Vous avez pris le problème à envers de ce qu'on a fait pendant des années. C'est-à-dire qu'au lieu de penser, je vais monter un business qui va gagner de l'argent, vous avez pensé d'abord à un business qui a fait du bien à la planète. Donc je trouve que vous êtes l'archétype de ce que les entrepreneurs vont devenir. Alors nous, notre génération, malheureusement, on a pris le problème différemment. Mais enfin, l'époque n'était pas la même. Donc je suis très partagé parce qu'à la fois, le secteur ne me parle pas des masses et à la fois, vous êtes ce que j'aimerais voir tous les jours. En plus, vous avez un truc extrêmement poétique. Hein, vous allongez les gens pour qu'ils regardent le ciel sur des toiles qui viennent du ciel. Je trouve ça dingue. Moi, je trouve que vous êtes l'entrepreneur de demain. Donc je serais tenté de vous accompagner, mais peut-être pas tout seul. Donc si mes camarades veulent le faire tout partie avec moi, moi je ferai un effort. Voilà, je vous accompagne. Après, j'espère que je ne serai pas tout seul. Voilà. Encore une fois, Marc Simoncini nous montre l'exemple. Mais vraiment, ce Marc, vraiment, mais je remercie qu'il soit dans toutes ces émissions. Donc comme tu viens de le voir, eh bien, il fait un geste, il fait un pas. Et il redistribue un peu les cartes qui viennent d'être données. Je ne pense pas que Catherine ou Marc de Bordeaux reviennent sur leurs points. Marc l'a très clairement dit. D'ailleurs, on le voit bien, Marc, c'est vraiment un entrepreneur à l'ancienne. Alors que Marc Simoncini, on est plus face à quelqu'un qui, lui, va essayer de pousser les nouvelles générations dans la direction de Louis et dans cette direction-là. Moi, ce qui me plaît et ce que tu dois en tirer, c'est que on a beau dire tout ce qu'on veut sur l'argent et sur tout ce système financier, là, tu peux constater que derrière tout ça, ça reste avant tout une histoire d'individu. Et que, on peut dire ce qu'on veut, il y a quand même une notion de rencontre dans le business. Et ces rencontres, elles sont déterminantes pour tous les protagonistes en jeu à ce moment-là et elles font basculer des vies. À ce moment-là, quand Louis rencontre Marc Simoncini, il se passe quelque chose. En tout cas par rapport au produit et au projet de Marc, malgré que Marc n'y comprenne rien, comme il le dit lui-même, ou en tout cas que ça le dépasse un peu, il voit que derrière la démarche, il y a un individu qui a saisi quelque chose et il va miser là-dessus. Et ça, c'est important parce que peu importe ton projet, mais alors vraiment j'insiste, immobilier, création d'entreprise, peu importe ton projet, ne sous-estime pas le pouvoir des rencontres. Là, on est vraiment dans le cas typique. En soi, Louis, il aurait pu continuer comme il était, mais en venant ici, malgré son trac, malgré tous les petits couacs qu'il y a dû y avoir durant sa présentation, mais qui étaient, finalement, ça l'a aidé. Tu vois, c'est marrant comme quoi, des fois, on peut faire des erreurs et même ces erreurs-là nous aident. Bref, il a touché dans son auditoire un des investisseurs qui est prêt à lever le portefeuille et à mettre des sous. Moi, je trouve que c'est une belle histoire au final et que ça montre encore une fois que vraiment, eh bien, c'est aussi une histoire d'individu et de rencontre. Donc, ça montre que toi, avec ton projet, peu importe ton projet, il faut que tu rencontres le maximum de personnes jusqu'à trouver celle qui va résonner avec toi pour t'accompagner dans le processus ou en tout cas dans le chemin vers lequel tu te diriges. C'est ce que je te souhaite, mais ce n'est pas fini. Voyons maintenant qui rejoint Marc dans la mise pour lancer la nouvelle entreprise avec Louis. Et j'espère, mais je suis sûr, il va y avoir d'autres personnes qui vont investir. Magnéto Patrick. Bon, alors moi, je veux bien accompagner aussi. Je trouve que l'idée, elle est belle. Hein, elle est très belle. Je trouve que votre engagement aussi, le fait de dire j'ai envie de faire quelque chose qui ait du sens. Ouais. Et en même temps, je m'engage, je le fais moi au début et je le fais réellement. Ça, je trouve que c'est bien.
Maintenant, je pense qu'il faut vraiment arriver à trouver, bon après, d'avoir l'idée qu'elle ait du sens, c'est bien. Mais après, il faut arriver à ce qu'elle marche. Et donc, de dire j'ai besoin de 40 000 € pour embaucher quelqu'un, je pense que c'est pas suffisant. Il va falloir qu'on trouve une façon de faire grandir l'entreprise tout en respectant ce qu'elle est. Je pense que parce que c'est vraiment très bien ce que vous faites. Donc moi, je veux bien partir avec vous aussi. On est déjà deux. Alors vous mettez la moitié chacun? Ça va dépendre de ce que dit Frédéric. Delphine intervient et moi je l'aime bien Delphine. Alors pas parce qu'elle est de Montélimar, hein, ça pourrait être la raison principale, mais c'est pas ça. Je l'aime bien parce qu'elle est assez incisive et en plus, quand elle dit les choses, elle les dit d'une façon un petit peu, tu sais, c'est vraiment pour moi l'image de la main de fer dans le gant de velours, tu vois. Je sais pas, c'est peut-être pas dans ce sens-là qu'il faut le dire, mais t'as compris l'image. En gros, elle dit direct à Louis, ok, moi je veux bien financer ton projet, par contre, bon, venir là et nous expliquer que tu as besoin de 40 000 € pour embaucher un mec, ça c'est non quoi. Donc je vais te donner de l'argent, mais tu vas pas faire ça avec mon argent. Et j'aime bien parce qu'elle n'est pas rentrée qu'elle s'impose déjà, tu vois. Elle dit bon, je te prête les sous, mais attention, tu vas pas faire ce que tu veux avec. On va trouver autre chose de mieux que de simplement embaucher quelqu'un. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'elle met en avant la philosophie de l'entreprise. Un truc qui est très souvent délaissé par beaucoup d'entrepreneurs, qui est justement qu'est-ce que je veux qu'il se passe dans ma société. Et c'est vrai que Louis est tellement engagé dans son projet, il est tellement à fond que je pense qu'indirectement ou en tout cas inconsciemment, il a créé une philosophie d'entreprise très forte qu'on a ressentie durant sa présentation et qui demande à être préservée parce que les bases ou en tout cas l'orientation de départ sont saines, intéressantes et rentables. On ne va pas se mentir parce que quand une bonne philosophie d'entreprise est rentable, c'est quand même mieux que quand elle ne l'est pas. Et c'est intéressant parce que justement, on voit que malgré que le discours il ait été peut-être mal perçu sous certains aspects, l'essentiel a été transmis et l'essentiel qui est suffisant pour permettre l'investissement. Et donc, ça montre, tu vois, que même si tu fais des erreurs dans tes présentations, même si tu fais des erreurs avec, par exemple, bon, le plus courant si tu m'écoutes et que tu es investisseur, avec le banquier en face de toi, eh bien ces erreurs ne sont pas entre guillemets très graves dans la mesure où tu t'améliores et où tu es capable d'aller chercher, de multiplier les intervenants en face de toi pour trouver le financement qui va te permettre de lancer le projet. Louis te montre là vraiment que tout est possible en fait. C'est vraiment, cette émission, c'est l'archétype du mec qui a rien et qui se lance. Alors, on va y revenir parce que je pense que j'ai le titre de l'émission. Et vraiment, ce que je trouve de vraiment intéressant ici, c'est qu'au travers de Louis, on a la sensation d'être en face d'un petit génie, alors qu'en fait, en filigrane, tout le long et avec les analyses que j'aurais faites, tu auras vu l'essence même du génie. Pourquoi une personne a l'air aussi forte dans un domaine alors qu'en fait, elle n'est pas née comme ça, quoi. Elle est devenue comme ça à force de travail. Et Louis, comme il le dit, il a commencé à réfléchir à cette problématique au collège. Et bien évidemment qu'on est face à quelqu'un d'engagé, de fort, qui a une certaine prestance, mais pas une prestance, une facilité à parler devant les gens. Non, il a une prestance quand il parle de son sujet. Parce que ça fait des années qu'il travaille dessus. Mais je te l'ai déjà dit. Allez, on va voir si Frédéric les suit et on va pouvoir débriefer de la situation. Alors, alors normalement pour tous les projets je mets des petits plus, des petits moins, là j'ai pas un seul moins, je suis assez embêté. Et c'est marrant parce que votre histoire et votre jeunesse me rappelle beaucoup, enfin je suis pas vieux mais si, quand même. J'ai l'impression de me revoir quand je vois votre histoire et que vous dites c'est pas possible, on gâche tout ça, il faut vraiment trouver une manière d'éviter ce désastre. Donc déjà la cause de départ me parle énormément parce que c'est essayer de réparer quelque part des incohérences de notre société de consommation, parce que justement au lieu de jeter, eh bien on va faire quelque chose et quelque chose de beau avec. C'est extrêmement authentique, c'est plein de bon sens. En plus, vous avez une démarche qui va encore plus loin dans l'authenticité, dans la cohérence avec justement la réinsertion. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai envie de suivre. Donc, je suis très heureux de suivre avec Marc et Delphine si on y va ensemble. Donc voilà, et l'offre que vous faites est parfaitement raisonnable, donc j'ai aucune raison. On met 15 chacun, ça fait 3 x 15, 45. Sinon, on va diviser un truc qui ne se divise pas par 3. Ça vous va? Ouais, c'est génial, c'est génial. Hein? Ça vous récupère un bout de votre compte courant. Bravo. Génial, Moi, je suis ravi. Vous m'avez fait ma journée. Franchement, Bravo, moi j'applaudis. des mecs comme vous, je vous embrasse. Ouais, J'en vois jamais. Bravo. Non, mais c'est formidable, c'est formidable. Ouais, c'est chouette. C'est super. Bravo. C'est canon. Vous avez fait ma journée. Merci.
C'est super. C'est beau en plus. Moi, je vais en commander. Ouais, en plus, je vais en acheter plein. Ah oui, Ouais, carrément. Moi, j'en achète. Ah ouais, c'est extraordinaire. Vous avez une idée, Non, mais c'est franchement, fantastique. Merci beaucoup, c'est dingue. Top. super. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Bravo. Ouais, bravo. Hein. En plus, il est tellement timide, c'est tellement dur pour lui. Alors Marc Simoncini, à la fin, il dit « En plus, il est tellement timide, c'est tellement dur pour lui. » Et là, pour moi, je trouve que c'est beau de préciser ça parce que ça veut dire que pour lui, ça a été une épreuve de venir présenter son projet devant 5 grands investisseurs comme on peut avoir sur le plateau là. Et c'est vrai que quand tu as le trac ou quand c'est difficile, jouer en plus à un jeu de jeu pitch pour avoir de l'argent, il y a quand même un enjeu qui est lourd. Alors, il demande 45 000 euros, ce n'est pas des montants de folie, tu vois, ce n'est pas comme s'il demandait 4 millions d'euros, mais si tu veux, c'est quand même beaucoup parce que pour lui, se joue quelque chose de très fort et un gros changement dans son entreprise, un gros virage qui va lui permettre de faire de nouvelles choses et d'avoir en face de lui des personnes avec qui parler qui vont l'aider dans sa stratégie d'entreprise. Je reviens sur ce qu'a dit Frédéric parce que j'ai beaucoup aimé l'analyse, enfin en tout cas les mots de Frédéric sur la fin. Il dit « J'ai la sensation de me voir quand j'étais plus jeune ». Alors il précise entre parenthèses, je ne suis pas vieux, mais enfin bon bref, tu vois le truc. Il n'est pas vieux, mais il est plus jeune, donc il est entre les deux. Mais c'est marrant parce que tous les entrepreneurs comme ça qui veulent réparer quelque chose se lancent dans la même croisade. Et du coup, moi comme j'aime dire, alors c'était un vieil album de Mano Solo, Frère de misère, je ne sais pas si tu connais ce truc-là. J'ai même pas vraiment écouté les musiques de Mano Solo. J'avais beaucoup aimé le titre de cet album, mais j'avais écouté quand même quelques musiques. Bref, moi j'aime bien dire que les gens qui ont connu la misère se reconnaissent entre eux et je pense que les entrepreneurs qui se lancent dans des quêtes comme celle-ci qui sont un petit peu au départ des quêtes un peu folles, des idées un peu qui peuvent paraître loufoques, idéalistes, utopiques et qui malgré tout arrivent à passer les étapes et à faire quelque chose avec, je pense qu'eux aussi se reconnaissent entre eux. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir que là il y a eu 2 personnes encore entre Frédéric et Louis. Il y a eu encore une résonance sur des sujets qui ont évoqué à l'un et à l'autre des souvenirs communs en fait qu'ils ont partagés dans cette construction. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui la société de consommation produit plein d'erreurs, elle produit plein de problématiques à résoudre et très sincèrement, tu es tout à fait à même toi aussi d'en résoudre d'autres, pas celle-ci forcément, mais à ton échelle avec tes compétences de résoudre des problèmes qui peuvent aboutir sur des sociétés comme celle-ci qui sont, disons-le, qui sont quand même assez intéressantes à tous les niveaux parce que non seulement les matières premières ne coûtent quasiment rien, finalement, l'enjeu tourne autour de sujets tels que les frais de poste qu'il faut réduire, donc les frais d'envoi, pardon, je dis les frais de poste, la poste, tu m'as compris, réduire les frais d'envoi des comment on appelle, des colis parce qu'on est hors catégorie et donc peut-être tout simplement, comme l'a sous-entendu Marc Simoncini, trouver aussi des solutions pour l'emballage, pour la façon d'expédier le colis, pour optimiser tout ça. Là, on est donc aussi sur un financement supérieur à ce qui est demandé, 45 000 parce que tout le monde met 15 000 et l'affaire est pliée. Et là aussi, je voudrais quand même te le dire, on en revient toujours au même sujet dans toutes ces émissions que tu auras entendues inlassablement. Si tu as un peu d'argent, s'il y a un copain à toi qui a un peu d'argent et si vous avez un copain qui a lancé une boîte, eh bien, au lieu de chacun rester dans votre coin, vous pouvez vous regrouper parce que 2 personnes qui ont de l'argent et une personne qui a des idées, ça peut donner des résultats bien meilleurs que chacun de son côté. Donc, c'est aussi intéressant de voir que Louis, il est venu là pour aller s'entourer de personnes qui ont des compétences, mais dans ton rayon proche, dans ton rayon de familial et même dans ton rayon au-delà familial, amical qui t'entoure, tu as des personnes qui sont dans des situations similaires à celles de Louis et similaires aux investisseurs qui, en se regroupant, peuvent facilement lever 40, 50, 100 000 euros et lancer une boîte qui va peut-être pouvoir faire vivre un peu plus de monde que prévu, mais dans des conditions un peu différentes. Et je voulais aussi te le souligner parce que je trouve très intéressant de couper en 3 45 000 euros parce que tu te rends compte que finalement, si chacun met 15 000 euros, personne ne sort beaucoup d'argent et tout le monde permet à lancer une société qui peut-être, elle, va en rapporter beaucoup plus. Ça mérite réflexion et ça te permet à toi de peut-être évaluer si dans ton entourage, il y a ou il n'y a pas une personne qui a besoin d'argent ou si c'est toi qui pourrais demander à ton entourage de l'argent, peut-être à des personnes qui cherchent du travail pour se développer. Une chose à laquelle on ne pense pas et que je voudrais te rappeler ici, on a 3 ressources fondamentales dans la vie, les gens, le temps et l'argent. Et en fait, la plupart d'entre nous, on bloque sur les gens et l'argent, alors qu'en réalité, ce sont les 2 seules ressources qui sont le plus à profusion autour de nous. Et la seule ressource qu'on gaspille allègrement et qu'on ne devrait pas justement, sur laquelle on devrait être très précautionneux, c'est le temps.
Au lieu de te dire que tu n'as pas l'argent de faire ci, au lieu de te dire que tu n'as pas les gens pour faire ça, eh ben dis-toi que les gens, tu les trouveras autour de toi, l'argent, tu le trouveras aussi, mais par contre, le temps, tu ne l'auras pas toute ta vie en fait. Et comme le temps passe à une allure folle, sincèrement, il vaut mieux que tu te concentres sur ce que tu veux faire et avec qui tu vas le faire, plutôt que t'embêter à te considérer des problèmes là où il n'y en a pas, qui sont l'argent et les gens. Je te laisse réfléchir à ça, on met la dernière phase de l'émission et on conclut. J'ai encore les tripes toutes retournées. C'était hyper fort en émotion. Enfin, c'était juste impensable. Ça fait 3 ans que je travaillais sur ce projet. Et juste pouvoir le raconter devant ces personnes-là, c'était dingue, quoi. De base, je suis quelqu'un d'assez timide. Mais là, avec les investisseurs, je me suis vraiment senti porté par mon projet. C'était juste dingue, quoi. En surmontant sa timidité, Louis a réussi à convaincre 3 investisseurs de s'engager derrière son projet. Nous retrouvons Louis dans son atelier de l'île Saint-Denis en région parisienne. Ça va. Salut Louis. Salut Frédéric. Ça va, ça va. Frédéric Mazella s'est tout spécialement déplacé pour faire le point sur les évolutions de la société, rendues possibles grâce aux 45 000 € obtenus. Donc grâce à la levée de fonds, en fait, on va pouvoir faire des travaux, on va pouvoir installer une mezzanine sur les bureaux qu'on a déjà. D'accord. Ça va permettre de gagner en surface de stockage. D'accord. Outre les travaux, l'apport de fonds a également servi à développer de nouveaux produits. Ça, c'est les tote bags en toile de montgolfière et bâches de tente de mariage. C'est des prototypes de tote bags qu'on va pouvoir replier dans sa poche. Ah, comme les kawaii. Ah, c'est super. Et ça fait, ça prend pas de place. voilà, ça fait un petit objet qu'on peut glisser dans la poche. Dans la poche. L'entreprise de Louis, on voit qu'elle porte les bonnes valeurs, on voit qu'elle est cohérente pour demain. On voit que justement, elle participe à un changement de conscience. Et donc, c'est tout ce qu'on a envie de voir dans l'entrepreneuriat aujourd'hui et demain. Donc voilà, ça, c'est notre nouveau concept de pouf qui est fait entièrement à partir de matériaux upcyclés, mais qui est à remplir par les clients en fait. J'espère que tous les salons vont avoir un pouf de surcyclage, d'autant plus que tes matières à toi sont surcyclées, mais en plus, ce que tu mets dedans aussi, donc en fait, tu impliques tout le monde dans la démarche. C'est vraiment phénoménal. Avec le financement des investisseurs, Louis a également pu embaucher 4 nouvelles personnes pour l'aider dans le développement de sa nouvelle gamme de produits. Je présente Lasso, notre couturier. Bonjour. Pour toutes les commandes express, j'ai l'intention d'embaucher encore 5 ou 6 personnes d'ici la fin de l'année. Toujours dans l'idée de recycler plus de matière, on a encore plein d'idées. Ça va être une aventure passionnante. La passion est définitivement un dénominateur commun chez tous les entrepreneurs. Alors cette émission, je l'aurais vraiment adoré, tout le passage que tu viens de voir. Donc tu as vu que Louis a combattu sa timidité. On l'a vu surtout au début, après il s'est senti à l'aise. Je pense qu'on l'a mis à l'aise pour pouvoir parler devant les investisseurs. Tu as vu aussi qu'avec l'argent, il a, et ça c'est un point qui n'a pas été souligné pendant le pitch, ou en tout cas qui a été coupé au montage, mais qui avait une importance capitale à mes yeux. Il a doublé, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, augmenter sa surface de stockage. Ça, c'est très important pour une entreprise comme celle de Louis parce qu'il récupère des matériaux et il a besoin de récupérer et de stocker, surtout qu'il ne paye pas ses matériaux au départ. Donc, c'est essentiel parce que parfois, tu as des opportunités et il ne faut pas les rater en fait. Et si tu n'as pas de lieu pour entreposer cette récupération qui est quand même relativement importante, ça peut vite être compliqué, surtout quand tu as une belle occasion autour d'un ballon ou d'une toile qui, j'imagine, peuvent parfois présenter des intérêts immédiats en termes de « je récupère cette toile-là parce qu'elle a été crevée accidentellement et qu'elle n'est pas réparable ». Alors, je ne connais pas le métier, mais tu comprends l'idée. Par contre, il y a 2 points maintenant sur lesquels je vais vraiment m'orienter pour cette fin d'émission et avec lesquels je veux vraiment que tu repars en tête. Le premier, c'est la conclusion du pitch des voix off qui dit que définitivement l'entrepreneuriat est un métier de passion. Cette partie d'émission qu'on aura vue sur Louis et la tête dans les nuages, c'est typiquement une partie d'émission qui contribue à alimenter le mythe de l'entrepreneur qui est un espèce de petit génie qui tombe amoureux de son idée ou de sa passion et qui a la chance d'en vivre. Et ce qui est hyper amusant, c'est que si tu enlèves toutes les lectures cachées ou en tout cas tous les messages cachés derrière cette histoire, eh bien, tu comprends pourquoi il y a une majorité de gens qui disent « Ah mais je ne peux pas être un entrepreneur, je n'ai pas d'idée, je cherche la meilleure idée pour réussir et tant que je ne l'aurai pas, ça ne sert à rien que je me lance. » En fait, je vais te résumer cette histoire très rapidement et t'expliquer la fin des voix off, pourquoi c'est faux et comment ça fonctionne réellement. Je te rappelle que Louis, donc, depuis le collège, il voit cette décharge et il se dit « Il faut que je trouve une solution. » Il est fils d'entrepreneur. Et il a cet esprit pratique parce qu'il a passé son enfance dans un lieu où
n'ayant pas accès à des ressources pour faire tout ce qu'il a à faire dans la ferme de son père, il a pris l'habitude de se débrouiller avec ce qu'il a. Ces éléments sont déterminants pour la suite. Parce que plus il grandit, plus il développe en choisissant des études en rapport avec cette espèce de souci qu'il a de l'environnement, plus il va développer cette idée de comment je vais régler le problème de la déchetterie qu'il y a chez mon père, qui est en train de manger sur les terres paternelles, mais sur les terres des voisins aussi, parce qu'elle ne fait que grossir. Ce souci arrive à son paroxysme quand il a l'idée de tout recycler pour faire des poufs. Et comme il a la chance de faire du recyclage, toutes ces matières premières ne sont pas achetées. Donc il n'a pas de frais d'acquisition de matière, il n'a que de la vente pure. Donc tout ce qui est inhérent soit à la transformation des produits ou de la matière première, soit à l'expédition et à la création donc d'un site web et de tout ce qui va avec pour pouvoir monter son entreprise. Ce qui veut dire que ses seuls coûts, c'est la main-d'œuvre pour la transformation et l'expédition, ainsi que le retail et le côté vente en ligne. Donc des coûts très faibles. Comme il a appris à se débrouiller depuis qu'il est jeune, il pousse le bouchon à faire de la récup pour tout dans son atelier. Parce que d'abord, il a suffisamment confiance en lui à ce niveau-là pour être capable et ne pas avoir peur de le faire. Et ensuite, et c'est sûrement ça qui est la clé de voûte de tout ce système-là, il a le désir de créer une entreprise qui aille dans la philosophie et dans cette veine de « je ne jette pas, je récupère ». Et il pousse le vice à même récupérer des gens qui ont eu une histoire un peu malheureuse, donc des repris de justice ou des personnes en difficulté, pour leur permettre ou leur offrir une seconde chance en sous-traitant ou en travaillant avec eux. Et du coup, il crée par là même une philosophie d'entreprise très forte. Donc ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'il n'est à aucun moment question ni de génie, ni de passion. Pourquoi ? Parce que s'il n'avait pas gagné d'argent, il n'y aurait jamais eu de passion. Et s'il n'avait pas eu cette obsession enfant de cette décharge, il n'y aurait jamais eu de génie non plus. Et donc j'aimerais que tu retires de ton esprit à partir de cette émission que tout ça est une question de génie et de passion. Moi, il y a quelques années de ça, j'ai réalisé un truc. Ton cerveau résout les problèmes que tu lui soumets. Si tous les jours tu dis à ton cerveau que tu es nul, que tu n'y arriveras pas, que tu n'as pas d'idée, eh ben ton cerveau il va se dire « je suis nul, j'y arriverai pas et j'ai pas d'idée ». Si tous les jours tu dis à ton cerveau que tu veux devenir milliardaire ou que tu es milliardaire et que tu voudrais trouver le moyen d'y arriver et que tu cherches une idée, il y aura forcément un moment donné où ton cerveau il va te soumettre des propositions. Parce que ton cerveau, tu y crois ou tu y crois pas, il y a le conscient et à l'inconscient. Et quand même tu dors ou même quand tu n'as pas la sensation d'y penser, inconsciemment, ton cerveau il continue à travailler sur des sujets ou des problèmes que tu lui soumets. Et le petit Louis, depuis qu'il est enfant, il lui soumet inlassablement le même problème. Et tu sais ce qui se passe quand tu demandes à quelqu'un tous les jours tu lui demandes la même chose, tôt ou tard, un jour ou l'autre, la personne elle finit par céder. Pas parce qu'elle a envie de te faire plaisir, parce qu'elle a envie que tu arrêtes de lui demander pour tous les jours la même chose en fait. Et alors bon, c'est un petit peu violent certes, mais ce que j'essaie de te dire c'est que tu peux toi aussi te retrouver dans la même position que Louis. Et ne fais pas ce mauvais amalgame de croire qu'il est là où il est parce qu'il est passionné et parce que c'est un génie qui, depuis qu'il est enfant, a ce don. Pas du tout. Il a juste travaillé. Il a travaillé tellement, tellement plus que toi et moi qu'il en est là où il en est aujourd'hui. Donc moi, j'ai adoré cette émission parce que c'est clairement la preuve, enfin en tout cas ma preuve à moi que le mythe du don, du génie n'existe pas. On voit vraiment comment ça se construit, comment ça se développe, le génie. Et après, effectivement, voilà, il y a le dernier secret qui n'est révélé nulle part et que je peux te dire maintenant, c'est que Louis, maintenant, il est dans le métier qu'il aime et il le pratique tous les jours. Et comme c'était sa volonté première, là maintenant, le gap qu'il va commencer à creuser dans son domaine d'activité va devenir tellement grand qu'il est possible que dans les années qui arrivent, il soit irrattrapable. Parce que ça fait tellement d'années maintenant qu'il travaille sur ce projet-là, que le mec a une avance énorme. Et je te ferai remarquer que c'est le cas pour des grands groupes qui se retrouvent dans la même position que lui aujourd'hui et pour éventuellement les mêmes raisons. Je pense en l'occurrence à Tesla. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de fabricants automobiles qui reconnaissent qu'ils ne sont pas capables de rattraper Tesla, voire même ils disent qu'ils ont 10 ans d'avance et que ça va être très difficile de les compenser. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Toyota a fait cette déclaration il n'y a pas longtemps et c'est vraiment intéressant de voir que Tesla, qui faisait rigoler tout le monde il y a quelques années en arrière, en 2012, quand ils ont sorti leur première voiture, tout le monde se moquait d'eux en disant « oui, vos voitures électriques, ça ne marchera jamais ». Aujourd'hui, on est en 2020, 8 ans après, les constructeurs commencent à avoir un peu peur parce que les ventes commencent à exploser chez Tesla. Ce sont les seuls à avoir une avance pareille. Les actions sont en train de littéralement imploser sur les marchés
à tel point qu'il y en a qui parlent de bulles. Et pour couronner le tout, les constructeurs commencent à reconnaître qu'ils ne sont pas capables de faire ce que fait Tesla. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec s'est obstiné dans un marché dont il connaissait, où il avait en tout cas la conscience de la taille réelle du marché, parce que c'est hyper important. Hein. Je ne veux pas que tu me fasses dire ce que je n'ai pas dit. Le point commun de tous ces entrepreneurs, c'est qu'ils savent que d'une manière ou d'une autre, ils vont gagner de l'argent. C'est hyper important. Tu n'es pas passionné si tu ne gagnes pas d'argent. Ce n'est pas vrai. La passion, elle vient avec les revenus. S'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de passion. Tu peux être passionné par ce que tu veux. Si tu ne vis pas tous les jours et que tu dois payer des traites et que tu es angoissé, ta passion, je peux t'assurer qu'elle t'empêche de dormir la nuit. Tous ces entrepreneurs, ils n'ont pas de passion. Ils ont d'abord quelque chose dans les mains dont ils pressentent, dont ils ont conscience que parce que, pour Louis, les matières premières ne sont pas payées, pour Elon Musk, le pétrole va disparaître, ils savent que par rapport à cette donnée-là, ils sont sûrs de gagner de l'argent. Donc trouve un point sur lequel tu es sûr de gagner de l'argent, engage-toi, j'ai envie de te dire, à corps perdu dans cette cause, et tu verras, tout le reste suivra. Moi, j'ai été très content de faire cette émission avec toi, comme d'habitude. Pense, c'est hyper important, à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à Immobilier Compagnie. Laisse-moi un avis là où tu écoutes cette émission. Va sur mon site, dans l'onglet formation, il y a une super formation, ça s'appelle 1 million. Je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine en immobilier. Et crois-moi, c'est très facile à obtenir. Et si vraiment tu as envie de me connaître ou d'en savoir un peu plus sur moi, tu vas sur mon site, toujours dans l'onglet livres. Tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » ou sinon, tu vas directement sur la Fnac, Amazon et puis tu le commandes. Bon, ça va sans dire, j'ai adoré Louis, j'ai adoré son entreprise, j'ai tout adoré. J'ai adoré le fait qu'on se rende compte qu'en fait les génies ça n'existe pas vraiment, mais par contre que le travail produit des génies. Et puis moi je te laisse travailler pour devenir un génie et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!